Et on est de retour en live avec mon ami Joestar. Salut Joe, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Très très bien. Ça fait un bail. Je suis très content. Ça fait un bail, ça fait bien un mois, je crois, hein. Ouais, mais c'est bien, j'aime bien moi ce petit point mensuel avec toi pour parler de tout et de rien. Quoi de neuf de ton côté comment s'est passé cet été décrypte peut-être comment ça va raconte-nous rapidement. Ah bah, superbement bien, on n'a pas trop marché dans, tu sais, un peu les clichés, Céline May Go Away, septembre ce sera bearish. Voilà, on a continué à avoir notre vision, à ce qu'on voyait dans le marché et puis, du coup, on se porte plutôt pas mal, voilà. On a vu que c'était assez bullish récemment et on continue à traiter, toutes les infos, à faire des interviews. Tout se passe très, très bien. Ah, je t'entends pas, tu as dû te mute. Non, je disais c'est bizarre, ta connexion elle est pas folle, ça lag. T'as pas- Je je ch je change de box, aujourd'hui parce que je crois que j'ai une vieille box, en fait. J'ai la fibre, mais Ok, c'est trop donc, je voulais bizarre. savoir c'est que pour moi ou quand tu faisais les lives avec Decrypted aussi c'était pareil. Non, ça bug Bon, au aussi, c'est moins, le chiant. son est C'est bien. C'est insupportable. juste la vidéo qui lag un petit peu, mais c'est pas très grave. Bah, en tout cas, donc voilà. Merci en tout cas d'être passé ce matin. On va passer un petit bout de temps. Alors, on a préparé quelques petits sujets sur lesquels tu t'es prononcé avec ton compte personnel et sur lequel, voilà, j'aimerais bien avoir un peu ton avis. On papote, on discute. D'ailleurs, il faut que ce soit très chill. Si dans les commentaires, vous avez des remarques, des questions, des trucs, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, le but, c'est de s'amuser, d'apprendre ensemble. Alors d'abord, si tu veux, on peut commencer avec WLFI. Alors, donc, on Mmh. rappelle hein, rapidement qu'est-ce que c'est. C'est un échange associé à la famille Trump, hein, puisque parmi les cofondateurs, parmi l'équipe, hein, eh bien, on a le père, on a les deux fils, je crois. On pourrait y revenir. Et en fait, Mmh. c'est une plateforme DeFi définie comme patriotique, qui avait été annoncée à l'époque de l'annonce du projet par Trump comme étant le moyen de permettre en fait aux Américains d'accéder à la crypto de façon très facile, etc. Il y avait vraiment un côté pendant la campagne et ensuite on va permettre à tous les Américains d'accéder aux cryptos de façon simple, sécurisée. Enfin, vous connaissez tout le triptyque, hein, simple, sécurisé, régulé, etc. De façon voilà, patriotique. Donc le truc a continué à se développer. Au départ, la levée de fonds, je crois que c'était un peu poussif. Hein, ils ont eu un peu de mal. Et puis ensuite, finalement, ils ont réussi à tout vendre, je crois. Je me souviens plus très bien. Et puis depuis, il s'est passé quelques petites choses. Ils ont annoncé le lancement d'un stablecoin aussi, le USD1. USD1, j'imagine, Mmh. puisque on est en Amérique. Mmh. Et puis, il y a eu récemment quelques petites histoires avec Justin Sun, etc., etc. On va revenir un petit peu sur tout ça. Rapidement, ce projet, toi, tu le suis pour la culture ou est-ce que tu as des billes est-ce que ça t'intéresse en termes d'opportunités d'investissement ou même de l'utilisation même de cette plateforme ou c'est quoi ton approche avec ce projet? Ouais, c'est vraiment pour la culture parce que c'est un projet qui est important quand même à suivre, mais j'y touche pas avec un bâton. C'est pas que je suis bearish, c'est que je sais pas comment l'aborder et avoir une opinion qui soit bullish ou bearish. Donc je préfère, laisser le truc. Tant pis si ça run sans moi. Je suis pas assez confiant pour mettre des billes dedans, mais potentiellement, je rate quelque chose. Mais voilà, je préfère pas. Ok, ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je t'avoue, moi, c'est que la même chose. Je t'avoue, je m'y intéresse Ah voilà. énormément parce que tout ce qui est lié à la géopolitique, à Trump et tout ça me passionne dans ses bons et dans ses mauvais côtés. Évidemment que ça m'intéresse. En revanche, bizarrement, c'est pas un truc que je vais aller trader ou que je vais aller utiliser. Après, je suis pas la cible non plus, tu vois. C'est quand même un truc qui est très orienté américain, etc. Donc, bon, je pense que je leur manquerai pas. Alors, tu as fait un post à l'époque, notamment avant l'histoire de Justin Sun, hein, c'était surtout sur Mmh. l'équipe. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu tes découvertes, entre guillemets, et qui ont justifié que tu fasses un article sur l'équipe de ce projet, justement? Ouais, bien sûr. Alors attends, si tu veux, je peux même te montrer l'article parce qu'il y a quelques images qui seront Ouais, peut-être n'hésite pas. parlantes. Heu, tac et tac. C'est bon, tu vois tout? OK.
Donc en fait, l'origine, c'est que moi, j'avais commencé à écrire un article pour The Big Whale à l'époque, article qui n'est plus disponible parce qu'ils ont changé complètement de PMF, et du coup, j'ai de la data qui n'existe plus aujourd'hui parce que j'ai vu, et j'ai encore des traces de cet article, pas ce qui a été effacé, ce qui a changé, donc c'est assez intéressant. Mais déjà pour commencer, y c'est un, c World Liberty Financial, c'est un projet qui a 9 co-founders. Je sais pas si toi, tu as déjà vu un projet avec 9 co-founders? Moi, j'ai jamais vu ça. Je crois, 3 c'est mon maximum, peut-être 4. Non, c'est vrai qu'en général, le terme de cofondateur, déjà, il ne veut pas dire grand-chose. En général, tu as une structure en C-level avec un CEO, un CTO, éventuellement un CMO pour la partie marketing. Et après, en bas, tu as une hiérarchie en pyramide avec des leads, tech lead, market lead, lead, etc. Et ensuite, tu as les collaborateurs. Ça, c'est une organisation normale. Là, le board que tu me montres là me fait davantage penser à un advisory board sur lequel, effectivement, tu vas avoir des personnalités de l'écosystème qui vont venir accepter de mettre leur nom sur un projet pour lui donner une certaine légitimité, une certaine notoriété. Mais le terme de co-founder, à ce moment-là, il n'est jamais utilisé. Je te redonne la parole. Exactement. Non, mais tu fais très bien de dire ça, c'est très précis et ça fait sens avec, la suite. En fait, déjà, faut comprendre que, il y a 9 co-founders et parmi ces 9 co-founders, si tu enlèves, les fils de Trump et de Witkoff, tu as 5 co-founders en moins. Donc tu as 60 des co-founders qui sont des fils de famille. C'est assez flippant et surtout, en réalité, ce sont pas des co-founders. C'est-à-dire que c'est écrit sur le gold paper, légalement, je crois que c'est ça, hein, ouais. Le titre de co-founder ne les lie aucunement au projet. Voilà, c'est juste un rôle qui est illustratif. Donc les gens disent: «C'est le projet à Trump», c'est pas du tout le projet à Trump, ni à Witkoff, aucun de tous. En fait, ils ont plus un rôle un petit peu comme tu dis d'advisor, voire même d'influenceur, c'est vraiment pour amener voilà, de la crédibilité au projet, alors que s'il se passe quoi que ce soit, légalement, il y aura Alors, rien contre eux et je trouve il faut ça assez rappeler fou. rapidement c'est qui Witkoff. Witkoff, c'est un mania de l'immobilier, Ouais, notamment à New York, comme Trump à l'origine. Donc en fait, c'est c'est ça ça. l'idée, c'est que ce projet de financier, entre finance et tech, hein, parce que la crypto, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est quand la tech rencontre la finance. Euh, eh bien, est porté par deux manias de l'immobilier. Alors, j'avoue, je n'ai pas fait de recherche. Peut-être que toi, tu sais sur les fils, quel background ils ont. Mais en tout état de cause, Witkoff, il est connu surtout pour être voilà, à la tête d'un empire immobilier d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Je crois que Trump, lui, c'est 4 ou un truc comme ça. Donc, il est plus petit Mmh. quand même hein, que Trump, mais ça reste quand Oui, même son profil. ouais. Alors non, j'ai pas fait, regarder le background des fils parce que pour moi, ils ont pas de en fait, ils sont là pour, récolter la gloire et l'argent, quoi. Je pense pas qu'il y a vraiment d'intérêt à savoir ce qu'ils ont fait, parce qu'actuellement, en fait, le projet, il tient sur légalement, il tient sur Chase Zero et Zach Folkman. Donc ils sont un peu 2, un peu deux trous du cul. Moi c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça, ils s'appellent des dirtbags of internet. En tout cas, Chase Zero, c'est comme ça qu'ils s'appellent, sur internet. Parce que, en fait, ils vendent juste des formations, pour devenir riches et ils voilà, comment on dit? Ils se vantent de leur richesse alors que la plupart des entreprises qu'ils ont réalisées jusqu'ici, ils ont soit eu des problèmes judiciaires, soit elles ont complètement coulé. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le genre de personnes que ça peut être. Moi, je vois très bien, on en a en France, on en a aux US Et non, et en fait, tout tient sur eux, quoi. non, De quoi? non. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, c'est bon, c'est bon. Pas plus de sauce. Non, 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 mais par contre, c'est un peu terrifiant parce que, voilà, ils ont un background qui est très shady et tout tient sur eux. Ils ont leur entreprise qui s'appelle Axiom, qui est à Puerto Rico pour des raisons de taxes, et en fait, tout World Realty Financial est construit sur eux. Donc c'est eux qui sont, responsables et pourtant, tous les revenus et 30 de la supply va, soit à Witkoff, soit à Trump. Trump largement au-dessus, bien évidemment. Trump, je crois que c'est 75 des revenus et 22,5 de la supply, un truc comme ça, c'est ça? Et Witkoff, 7,5 de la supply et 25 des revenus. Donc c'est étonnant parce qu'ils ont beau avoir, aucun lien avec le projet légalement,
ils récoltent absolument tout et tout ce qu'a, Chase Zero et Zach Folkman, c'est, 2,5 non 3,5 de la supply et toutes les responsabilités. Mais 3,5 de la supply, au moment où j'avais écrit l'article, c'était déjà 1 milliard de dollars. Donc en fait, ils sont Alors, contents, quoi. c'est Et pour moi non, non, mais oui, vas-y. alors, ce que tu révèles là est assez dingue. Il y a plein de sujets. Le premier sujet, c'est, là, on parle de Ouais. la détention des tokens. En soi, Mmh. je vais être cynique, mais c'est comme si, tu décidais de lancer un token et que, parce il faut faire la différence entre ceux qui détiennent les tokens dans l'allocation team et ce dont tu parles, c'est-à-dire les revenus de la plateforme. Et donc là, c'est quoi? C'est du profit Mmh. sharing? Est-ce que c'est, ils ont, l'entreprise, ils ont, pas 50 ou 60 de l'equity de l'entreprise et dans ce cas-là, ce sera des dividendes puisque, parmi les revenus de la plateforme, c'est pas tout de suite du bénéfice, c'est pas tout de suite de la rémunération pour les actionnaires. Donc c'est là où peut-être, je sais pas, hein, si tu as poussé aussi loin, mais c'est important de faire la différence entre ces différentes sources d'enrichissement en la matière. Après, il y a les revenus de la plateforme, donc World of IT Financial, donc ça va être des frais sur le trade, mais à côté, tu as le stablecoin USD1, qui est une des industries les plus rémunératrices du monde. On le voit avec l'exemple de Tether, hein, qui fait plus de Mmh. bénéfices et avec un revenu par employé qui est genre massivement supérieur que tous les GAFAM ou toutes les autres industries du monde. Donc ça aussi, ça représente des bénéfices et donc des sources de rémunération massives pour les propriétaires. Mais ma question, et je ne sais pas si tu as la réponse, mais on papote, hein, et après, au pire, on fera des recherches. C'est ils détiennent quoi, les Trump et les Witkoff? Est-ce qu'ils détiennent des tokens? Est-ce qu'ils sont dans la location team? Est-ce qu'ils ont l'equity de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont liés par un contrat de gouvernance avec la boîte qui s'engage à leur verser une partie de la rémunération en tant que, je sais pas moi, justement en tant que prestataire, influenceur, ambassadeur, marketing, j'en sais rien. C'est aussi important ça en termes de responsabilité. Bah, alors, du coup, j'ai pas mal regardé le Gold Pay. J'ai pas vu, d'explication. En plus, je m'y connais pas du tout en loi américaine. Tout ce que moi j'ai vu, c'est, un déni de responsabilité pour, les Witkoff et Trump et bah, une obtention de ces revenus et de la supply. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont aucune responsabilité, donc je pense pas qu'ils aient d'actions. Et juste ils récoltent, tous les fruits. Donc j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si c'est légal, je sais pas comment ça marche aux US, mais peut-être que, c'est le paiement pour leur service d'influenceur ou ce que tu veux, je sais pas, d'advisor si tu veux. Et mais est-ce que tu peux avoir ça sans être responsable? Ah visiblement oui, en tout cas, Bah, c'est-à-dire que concrètement, alors pareil, hein, je suis pas un juriste américain, hein, mais je crois savoir que devant un tribunal américain, si tu fais la promotion d'un projet fumeux ou que tu diffuses des informations à même d'orienter de façon malhonnête les investisseurs, etc., là, clairement, c'est extrêmement et sévèrement puni par les tribunaux américains. Et la clause que tu as montrée, que tu peux nous remontrer si tu veux, bien sûr. ou en mode, voilà, ils sont cofondateurs, mais en vrai, ils ne sont pas cofondateurs, ils ne sont pas responsables et tout ça, ça ne tient pas un instant face à un tribunal, a fortiori si on a une class action, parce qu'aux États-Unis, tu sais, hein, en France, c'est plus compliqué, mais aux États-Unis, il n'est pas rare d'avoir un groupe de personnes qui se sentent lésées ou victimes et qui vont mener une action en justice commune. Et là, les dommages et intérêts peuvent être extrêmement importants. Donc, au moins, ils sont responsables à deux titres par les tribunaux américains s'il s'avère que la plateforme, finalement, eh bien, ne respecte pas ses obligations légales, mais aussi en termes de réputation, même si je crois savoir que Trump, sa réputation, voilà, c'est pas son sujet principal. Ou alors, il dit sans doute que qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi. Tu vois, il a été élu Ouais. président des États-Unis 2 fois. Il a une base électorale et juste énorme et une popularité très importante. Je pense qu'à court terme, il se dit qu'il risque pas grand-chose, quoi. Mais En fait, peut-être que ça lui permet d'être dans une place un peu subjective, dans son rôle, tu vois? Il pourra se défendre contre la justice, alors que s'il était vraiment lié au projet et que le projet partait, en couille, là, ce serait peut-être objectivement plus compliqué, à défendre. Peut-être,
Je sais pas. Bah, en tout C'est donne état peut-être une porte de sortie, tu vois? en tout état de cause, aux États-Unis, il y a une notion de la liberté d'expression qui est extrêmement Oui, poussée. ouais. Et d'ailleurs, même Musk, qui avait été attaqué à l'époque où il avait fait un post sur le Doge, qui avait mené effectivement à une explosion du prix avant même qu'il soit propriétaire de Twitter, devenu X maintenant, les charges ont été abandonnées parce que les juges ont dit effectivement que ça révélait de la liberté d'expression. Alors qu'il y avait une class action contre lui, tu vois, pour le coup. Ouais, Donc, la différence, c'est que, sauf erreur de ma part, Musk, il n'était pas associé au projet Doge. Il n'a pas été payé par Doge. Donc, c'était vraiment de la liberté. Après, derrière, est-ce qu'il a profité de ça pour faire un profit avec ses propres Doge, etc. Ça, on n'a pas réussi à le démontrer. Mais là, c'est différent, puisque ouais, là, même s'il n'est pas cofondateur, il y a bien, j'imagine, une relation contractuelle entre Trump et ses fils et l'exchange, même s'ils ne sont ouais. pas cofondateurs. Donc ça, peut-être que… Alors après, derrière, il y a aussi l'enjeu politique. C'est que je n'imagine pas, dès qu'il ne sera plus président, évidemment, l'opposition démocrate et ou les juges américains et ou la SEC redevenue démocrate, parce que bon, ça tourne aux États-Unis, évidemment, qui vont pas essayer de tirer parti de cette situation pour taper sur Trump. On l'a vu à l'époque quand il n'était plus président, le FBI venir dans sa résidence faire une fouille massive, tout ça. Les affaires qui sont ressorties dans la presse. Il a même pris une photo quand il a été emprisonné à la Mmh. suite de problèmes de justice. Donc voilà, en tout cas, je ne dis pas que ça ne peut pas lui retomber dessus. Ouais. Euh, et en plus, comme il a déjà son Trump, il a déjà le meme coin Trump, il a le Melania, il a tout ça. Moi, je pense que, à part si la génération Trump s'éternise avec J.D. Vance ou d'autres qui vont continuer sur la lancée du MAGA. Je recevais récemment dans l'émission Nicolas Conquer, qui est le porte-parole du Parti républicain américain en France, on en discutait. Donc, tant que ça va durer, il peut être un peu protégé, mais si demain ça tourne, je pense que ses Mmh. opposants vont profiter de tout ça là pour l'attaquer, comme ils l'ont déjà fait. Ouais. Donc, on verra. Totalement d'accord, mais du coup, le point de l'article, c'était surtout de montrer qu'il se dédouane. Mais après, c'est vrai que comme tu as totalement raison, peut-être qu'il va quand même manger sa sauce et franchement, ce serait mérité. Après, peut-être que le projet va bien se porter et qu'on n'aura rien à lui reprocher, je sais pas. Bah, en tout cas, ce serait Heu, mérité. Honnêtement, en l'état actuel des choses, est-ce que tu as vu, au-delà de l'équipe, donc les deux fondateurs qui sont des espèces d'influenceurs lifestyle richissimes de je ne sais pas quoi, sur le produit en lui-même, est-ce qu'il y a déjà eu un hack? Est-ce qu'il y a déjà eu des soupçons d'exploit? Est-ce que l'USD One, est-ce qu'il est backé? Est-ce qu'il a fait une preuve de réserve? Je veux dire, vraiment sur le produit en lui-même, est-ce qu'il y a déjà eu un problème qui a été révélé ou pas? le produit en lui-même, non, mais de souvenir, alors, je te dis ça, il faudrait vérifier. De souvenir, je crois que, les développeurs qui ont build du coup, ce projet, sont sortis d'un projet qui avait été hack à l'époque et ça avait créé beaucoup d'inquiétudes, j'ai plus leur nom comme ça, mais voilà. Après, faudrait aller voir effectivement, mais je crois qu'il y a pas grand-chose, hein, que ce soit les audits ou quoi, il y a pas d'infos, hein. Ouais. Donc ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de red flags, mais un red Ouais. flag, ça ne veut pas dire que le projet, il est Oui, pas bon ou quoi que ce soit. En fait, on n'en sait rien. Mais notre travail à nous, à Joe et à moi et à plein d'autres, évidemment, c'est de mentionner les points d'attention. Et après, on voit, soit on a raison et on dit « Ah les gars, vous êtes forts, vous l'aviez dit », soit on s'est trompé complètement. Et dans ce cas-là, bah, au moins, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir voulu être prudent là-dessus. Alors, parlons quand c'est même ça. de l'élément le plus récent, là, c'est ce qui s'est passé avec Justin Sun. Just a sans doute suivi ça. Justin Sun, c'est le créateur et fondateur de la blockchain Tron. C'est un Tron. Chinois milliardaire. Bon, lui aussi, on pourrait en parler longtemps. Il a fait Oh des, là là! il a des frasques aussi, mais moi je trouve que c'est un personnage intéressant. Moi j'aime bien les mecs un petit peu out of the box, hein.
Mais en tout cas, voilà. Et donc, lui, le gars, alors, je rappelle les faits rapidos. Il a investi dans WLFI à hauteur de 75 millions de dollars à l'époque. Il a investi. Et puis, si j'ai bien compris, son adresse contenant 595 millions de tokens viennent d'être bloqués. Ça vaut 100 millions de dollars maintenant. Donc, il a déjà un profit de 25 millions. Si je comprends bien. Quoique non, je dis des bêtises parce que non, pas du tout. C'est les tokens bloqués, c'est 600 millions de tokens pour une valeur de 100 millions de dollars, mais il a encore 2,3 milliards de tokens verrouillés. Oui, parce qu'en fait, il a dû investir en pré-sale et donc il a dû avoir des conditions de vesting qui fait qu'il ne peut pas tout de suite toucher à tous ces tokens. Et en gros, la team a décidé de bloquer ces tokens parce qu'ils auraient détecté des transferts suspects pour 50 millions de WLFI, donc l'équivalent de 9 millions de dollars, vers l'exchange HTX et potentiellement Binance. En gros… HTX qu'il a d'ailleurs. Lui, C'est à HTX lui, je crois. Ok. Il me semble. Hein. Il Je n'est pas sais pas. ratifié. Okay. Donc, en tout état de cause, si j'ai bien compris, mais dis-moi encore une fois si je me trompe, en gros, ils ont eu peur qu'ils dumpent ces tokens et donc ils l'ont bloqué. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai lu justement que sur sa plateforme à lui, il avait mis en collatéral ces tokens pour emprunter des WLFI chez les autres. Comme ça, il n'avait plus le vesting et il a dump comme un cochon. Gros malin qu'il est. Et c'est pas si étonnant. Et je crois que HTX, c'est bien le. Alors, ce que je vois, c'est qu'à l'époque, HTX s'appelait UOB. Ouais, c'est ça. C'est un truc fondé en Chine. Maintenant, ça appartient peut-être. À Justinson. J'ai pas trouvé l'info, mais si tu dis, ok, je te crois. En tout état, donc ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Si les tokens sont bloqués, comment est-ce qu'il peut les envoyer sur son exchange? Bah, je sais pas. Est-ce qu'ils sont bloqués sur HTX? Je t'avoue, j'ai vu quelques tweets, donc il faudrait dire ça plus. Ouais. Mais voilà. En tout Bon, cas, en je tout sais qu'il cas, était. l'idée quand même, et ça nous rappelle aussi, c'est important, que lorsque vous détenez un token, eh bien, en fonction des propriétés de ce token, il n'est pas Ouais. impossible qu'un jour on vous les gèle, un jour on vous les freeze. Alors, dans le cas, par exemple, de fraude, là, on a hier eu, par exemple, Swissborg qui a vu son contrat de staking chez Kiln être hacké, si j'ai bien compris, pour l'équivalent d'un peu plus de 40 millions de dollars de Solana. La communication qui a été faite derrière pour calmer et rassurer la communauté a fait état de certains de ces tokens qui ont été freeze par les autorités ou par les tiers compétents parce que c'est un vol. Donc là, clairement, ou alors des kidnappings crypto, tu vois, où voilà, on essaye de friser les tokens parce que sinon ça va être blanchi, etc. Donc dans ce cas-là, on peut le Ah, mais comprendre. c'est Mais là, ouais. oui, Mais c'est non, mais différent. complètement. Mais je dis, il y a des gens, ils savent Ah pas. voilà. Ils pensent que à partir du moment où j'ai un token, personne, tant que c'est moi qui ai les clés, personne peut avoir la main dessus. C'est pas si simple. Oui, mais ce que je veux dire, ce qui est différent, c'est que là, dans ce cas-là, enfin, dans le cas de Borg, je pense que ce qu'ils ont fait freeze, c'est les bridges, les sex, tout ça. Là, c'est le token lui-même qui peut freeze comme un Tether, tu vois. Et ça, je crois qu'on n'avait jamais vu ça en dehors d'un stablecoin, Ouais. quoi. C'est complètement En anti-valeur, pour le soi, coup. moi qui connais un peu, par exemple, l'écosystème Multiversix, je sais qu'un token, beaucoup d'ailleurs de tokens sur Multiversix, eh bien, tu peux activer la propriété freeze, etc., etc. Et là, Mmh. l'émetteur peut, s'il veut, freeze des tokens. Voilà, c'est possible. Et si c'est possible sur OK. Multiversix, je suis à peu près convaincu que c'est possible sur plein d'autres blockchains. Donc, il faut le savoir. Alors, évidemment, un émetteur ne s'amuse pas à freeze n'importe quel token pour le fun parce que sinon, derrière, évidemment, il doit en payer les conséquences. Donc, c'est plus une espèce de porte de sortie s'il y a un problème. Là, en l'occurrence, ils ont freeze ou gelé ou bloqué les fonds de Justinson parce que certains disent parce que il a voulu vendre et qu'ils ont eu peur que ça représente une pression vendeuse trop importante. Soit peut-être, et ça, il faudra qu'on regarde,
peut-être effectivement qu'il y a eu une alarme au niveau réglementaire et que peut-être les fonds, ils ont touché un wallet qui est dans une liste noire ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, c'est un motif légitime de freeze en attendant de faire les recherches, etc., etc. Je te donne un exemple tout con. Si demain, Justinson, il envoie des fonds en Corée du Nord, eh ben, on va les freeze parce qu'on va le suspecter de financer le parti communiste coréen via Lazarus. C'est une hypothèse, hein, tu vois. Mais voilà, donc en fait, moi, j'ai pas d'infos plus que ça, mais en termes de réputation, c'est jamais bon quand on sait qu'un émetteur a freeze les fonds d'un mec qui avait investi chez eux en Ouais. pré-sale. Ça veut dire qu'à l'époque où il te met 75 millions sur la table, pas de problème, tu dis oui. Et quand par contre, il veut les récupérer pour les vendre potentiellement, là, tu le bloques. Binairement, c'est un peu ça l'analyse qu'on en fait. C'est ça. Après, s'il a vraiment fait ce que je pense avec, le fait d'emprunter des WFI, bon, c'est sale. Ah, Il a le droit. mais ouais, il a le droit, mais moi, j'ai pas d'avis, hein. Franchement, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo, mais par contre, je maintiens qu'avoir dans tes, je sais pas si ça s'appelle des métadatas pour un token, mais dans tes données, du token lui-même, le fait de pouvoir freeze à tout moment n'importe quel holder, moi, je Ouais, trouve mais ça tu un peu vois, au touchy. niveau Je trouve ça un peu très mais je non, pense qu'on mais y en fait, viendra tu de n'as toute même façon, pas ça, le je pense, choix parce qu'au niveau réglementaire, tu es obligé. En Europe, ouais, aujourd'hui, aujourd'hui? en Europe, tu dois pouvoir freeze ton token si tu veux qu'il soit MiCA compliant, par exemple. Ouais. OK. Genre un morpho, Je ne c'est sais pas si freeze? Morpho est MiCA compliant, Ah, mais en tout cas, bonne c'est une question. obligation légale parce que si demain, effectivement, ton actif, il est entre les mains d'une personne mal intentionnée, etc., tu dois être capable de le freeze pour coopérer avec les instances de justice. Donc, OK. on y Ouais, mais dans viendra. ce cas, ça devrait être parce que là, le problème, c'est que c'est l'équipe de World Liberty Financial qui a freeze. C'est Oui, pas mais, oui, un mais centre de attends, parce que régulation, tu vois? c'est pas si simple que ça. L'équipe, ça veut rien dire. Moi, demain, j'ai une boîte crypto. Dans mon équipe, j'ai un département compliance. Et le département compliance, il peut de façon souveraine, alors même si c'est moi le CEO, hein, le département compliance, il est souverain. Et s'il estime que cette transaction, elle est considérée comme anormale, elle est, j'ai plus les termes, mais en gros, elle est inhabituelle, ou alors elle est cartographiée comme représentant un risque élevé en fonction de la charte réglementaire de l'entreprise, eh bien, elle peut décider soit de faire un signalement, soit de bloquer les trucs. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle boîte PSAN ou Mika aujourd'hui. À tout moment, ils peuvent te fermer ton compte, ils peuvent te geler tes fonds. Et c'est en interne. C'est le département compliance qui, parce qu'il y a eu des signaux d'alerte, etc. Et ensuite, il y a une enquête qui peut être menée par les instances judiciaires. Mais tu n'as pas besoin de la justice pour prendre une décision sur les actifs d'un autre. Donc voilà, donc, encore une fois, il suffit qu'il y ait OK. à l'intérieur de chez WLFI un département compliance qui a dit oulala, il y a un truc chelou, on freeze, en attendant d'avoir plus d'infos. Et là, c'est pas déconnant. Alors encore une fois, hein, je prends un cas général, j'ai aucune idée en l'espèce de ce qu'il est, quoi. OK. Bon, en tout cas, ouais, OK, pardon, vas-y, intéressant. vas-y. Non, intéressant. J'avais encore quelques red Avec flags puisque tant plaisir. qu'on y est, je peux finir, les quelques qui restent. Bon déjà la gueule du logo de l'USD1, moi ça me fait mourir de rire. Je le trouve incroyable. Non mais moi vous me laissez 5 minutes sur Canva, je fais mieux que ça, mais bref, c'est pas le sujet. Ils ont levé des milliards, mais je trouve ça incroyable. En vrai, à quel point, tu vois, tu as des gens qui vont dire: «Ouais, c'est juste un logo». Moi, je trouve ça essentiel parce que surtout que tu as un peu un lien d'intimité avec le token que tu possèdes, tu vois? Alors ça, c'est Et le stablecoin, c'est et pas ça le m token WLFI, hein. Ça, c'est c'est le stablecoin. stablecoin. Oui, Ouais. c'est l'USD1. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est un gros manque de compétences ou même Alors d'effort, en quoi. fait, moi, quand j'ai vu ça, Et je me fais l'avocat du diable, ça me allez, vas-y, et vas-y. pourtant, je suis un marketeur et le branding, l'identité de marque, tout ça, c'est des éléments qui me tiennent à cœur. Mais là, j'y vois 2 Ouais. choses. Soit j'y vois un truc vintage. On a vu hein, aujourd'hui des DApp qui sont construites avec le style un peu Windows 95, etc., un peu à l'ancienne. Et ça peut être une tendance graphique qui peut s'entendre. Non, mais sérieux. Hein. Donc potentiellement, le côté un peu pixelisé, le côté un peu bas de gamme, etc. Donc ça peut être une identité. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas avec l'identité visuelle de WLFI. Et donc,
Et si dès le départ, Exactement. ils étaient partis sur un peu moche, mais parce que c'est un style graphique, le moche, tu vois? Pourquoi pas? Regarde les baskets Balenciaga, ça s'appelle les ugly, hein, tu vois? Donc pourquoi pas? Mais Mmh. là, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Soit tu te dis effectivement que ce token-là, aux États-Unis, quand tu vois certaines publicités ou certaines marques, ils n'ont pas le polissage qu'on a en Occident. Regarde les publicités aux États-Unis, elles sont moins léchées qu'en France. On est beaucoup plus exigeant Oui. là-dessus. Donc peut-être aussi que c'est une façon de la faire un peu à l'américaine, un peu profonde. Genre, voilà, on s'en fout, tu vois, vraiment à l'arrache, quoi. Donc voilà, comme si j'étais l'avocat du diable, voilà ce que je dirais, quoi. OK, très fort. Bon, bref, moi je continue à dire que c'est terrifiant, mais on peut faire l'avocat du diable sur tout et pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? En vrai, le site est beau. Ça, on peut pas leur enlever, le site était beau. Donc ils ont fait un effort là-dessus. Il y a d'autres choses, il y a le fait aussi que ce stablecoin, vous pouvez pas le redeem en cas de crise parce que vous serez sûrement pas client BitGo. Alors ça, après réflexion, je sais pas si ça fonctionne avec Tether. En réalité, hem, s'il y a un problème avec Tether, est-ce que tu peux redeem ton dollar sans être client chez eux, sans que tu sois KYC? Je suis pas sûr. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'assez normal finalement. Je sais pas si Peux toi tu le as redeem, des hein, je infos pense que là-dessus? tu peux que le vendre et après c'est Tether qui va le brûler, hein. Parce que Non, mais imagine qu'il dépègue. Est-ce que tu peux le récupérer ah pour un non, non, dollar? non, C'est non, ça la non, pas question. du tout. Parce que le Bah, je sais que ah l'USDC ouais? si, par exemple. Ah oui, bah, c'est la sécurité, c'est pour ça qu'ils Ah, ont mais un proof of justement, reserve. j'allais venir sur la preuve de réserve. Mais là, le problème, c'est que pour le coup, ça supposerait que Tether, parce qu'ils n'ont pas que du dollar, hein, ils ont du bon du trésor, du bitcoin, ils ont de l'or, etc. Ils ont plein de trucs. Ça voudrait dire qu'ils garantissent la liquidité du backing pour pouvoir rembourser à tout le monde à tout moment. C'est intéressant. Bonne question. Ouais. Aucune idée sur les conditions de redeem du USD One. Donc à prendre entre des pincettes, je Ah, vais pas bien sûr. faute pour rien, mais En tout voilà. cas, le stablecoin, Heu, c'est le oui? cinquième plus gros stablecoin. Déjà. Donc, c'est pas un petit truc. Attends. J'ai de la data, Pardon. avant de dire ça. Heu, oui, bah, on peut s'arrêter sur stablecoin si vous voulez. Moi, j'ai le dashboard qui est juste là, sur, sur Dune et en fait, bah, OK, c'est le cinquième plus gros, mais en fait, tout est sur la BNB. Qu'est-ce qui fout sur la BNB? Qui utilise la BNB? Enfin la BNB, la BSC, pour être plus clair, Maintenant, elle la s'appelle Binance la Smart Chain. BNB Chain, donc pas de problème. Voilà, BNB Chain et d'ailleurs les 2 plus gros, holders, en tout cas au moment où j'avais écrit l'article, il faudrait vérifier maintenant, bah, c'était juste, des wallets de la B de Binance. Donc après ça peut avoir, une utilité sur Binance, moi je suis pas contre, mais pour moi il est pas du tout dans un stade, d'adoption, à partir du moment où sa gueule, c'est ça quoi, tu vois? On voit que quand même depuis la dernière fois que j'ai écrit l'article, on a un petit peu d'adoption sur Tron et Ethereum et c'est quoi ça? C'est Solana? Ouais, parce que le problème, Mais alors, voilà quoi. là aussi, parce que pour que tout le monde nous comprenne, tu sais, nous, on a dans l'audience des personnes qui sont peut-être moins chevronnées Ouais. que toi, mais c'est quoi le problème avec la BNB Chain comme première blockchain sur lequel tu lances ton stablecoin et après, à travers des bridges ou des layers d'interopérabilité, certains peuvent le récupérer de la BNB et ensuite l'exploiter sur d'autres blockchains. C'est quoi le problème de la BNB Chain? Ah, c'est pas un problème parce que si c'était en fait, si ça bougeait vers Ethereum, si ça bougeait vers Solana, vers vraiment des layers de DeFi qui sont actifs, il y a aucun problème. Le problème, c'est que pour le moment, ça dort en fait sur la BSC. En fait, ce qui a été fait, c'est que ça a été mint. C'est pas parce qu'un stablecoin est mint qu'il est productif, qu'il est adopté, tu vois? C'est pour ça que je parle de ça. C'est parce que pour le moment, les 2 milliards sont là, parce que c'est aussi ce qu'ils ont récupéré, tu sais, c'est l'argent qu'ils ont récupéré pour l'investissement dans le WLFI. Donc pour le moment, ça ne vaut rien. Ce qui vaut quelque chose pour moi, c'est ça. Voilà, c'est la partie là, ça je pense que c'est productif et ça, c'est assez encourageant quand même, mais c'est voilà, si tu enlèves ça, c'est ça en Ok, fait. Voilà et là, on a quelque chose d'un peu plus, réaliste d'accord. pour Donc moi. effectivement, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est la différence entre justement ce stablecoin et Tether et USDC, c'est que ceux-là n'ont pas fait l'objet d'une levée de fonds. Là, ils ont créé une quantité initiale de stablecoin, comme n'importe quel token en vérité.
Et en fait, aujourd'hui, il est peu utilisé. En même temps, il a quelques semaines, le truc. Donc bon, c'est normal. Mais ce que tu veux dire, et c'est important, c'est quand on dit que c'est le 5e plus gros stablecoin en termes de capitalisation, la vérité, c'est que ce qui est vraiment utilisé dans l'écosystème, ça n'est que là, on voit, je ne sais pas, 10%, 15%, Ça fait 500 500 millions environ. millions. Bon. Mais en même temps, ça fait que quelques semaines qu'il a été lancé. Donc ce stock-là, la question c'est de savoir est-ce qu'à terme, eh ben, tout va être utilisé et qui va devenir un stablecoin important ou pas. Mais au départ, il fallait bien, soit tu décides de partir de zéro et tu mintes à la demande, c'était une stratégie, soit tu décides de minter un stock et après, eh ben, en fonction de la demande, petit à petit, ça va se diluer, quoi. En gros, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, après faut vérifier. Alors, enfin, là, la data, je sais pas depuis quand, tu peux vraiment adopter le USD1, mais là, quand même, ça remonte à avril, quoi, hein. Quelques semaines, ça commence à faire long. Je pense que c'est à partir de juin qu'on a vraiment eu peut-être, des annonces, mais je sais que ça fait quand même, Ouais. quelques mois, quoi. Et je vois pas, en fait, je vois pas des gens, parler de l'USD1 comme un stablecoin qu'ils ont Après, envie de ça se garder, donc trouve, après peut-être que ça focus voilà, peut-être c'est ce les que j'allais te institutionnels, tu dire. vois? C'est que Mais soit c'est un stablecoin retail et dans ce cas-là, bah, il va falloir gratter des parts de marché à USDT, USDC. Et là, pour le coup, c'est un énorme challenge. Enfin, des mecs qui ont lancé des stablecoins, il y mmh, en a plein, hein. Ceux qui sont vraiment utilisés aujourd'hui, le marché est hyper compliqué, hein, tu vois. Soit effectivement, c'est un stablecoin qui a plutôt vocation à taper les institutions. Et tu sais, tu n'es pas à l'abri demain que ce USD1 tisse un partenariat avec une organisation gouvernementale aux États-Unis et que pour, je sais pas moi, faire quelques paiements internationaux, là on voit qu'ils sont en train de tokeniser la dette américaine. Donc on n'est pas à l'abri que demain, certains paiements d'aide au développement, ceux qui n'ont pas été rabotés par Trump, se fassent en stablecoin USD1. Donc en fait, on n'en sait rien. Mais, euh, mais, mais, exactement. mais c'est intéressant, j'aime bien. Alors, juste une donnée importante, j'ai été regarder, la TVL sur la BSC, c'est 7,4 milliards. Euh, Oh ouais, bon, waouh! après, les chiffres de la TVL, tu sais ce que c'est. Hein, et c'est Oui, je un sais ce que chiffre qui c'est, est oui. très Mmh mh. compliqué à voir. Mais par contre, tu vois, sur DeFi Lama, les stablecoins représentent 11 milliards, visiblement. Mais tu vois, dans la liste des plus gros fournisseurs de liquidités, je ne vois pas le USD One. Alors, est-ce que toi, tu pourrais aller regarder, parce que tu utilises sans doute DeFi Lama ou même Dune, je ne sais pas, qu'est-ce que tu utilises. Ouais, bah, tiens, Ouais, je te montre, ici. Tu tapes USD1 directement sur Défilama, tu ouais, l'as mais moi, je voulais aussi, voir la, d'ailleurs. la proportion sur la BS. Sur la BSC? Bah, le problème, c'est que quand tu vas taper la BSC et qu'il va te compter la TVL, dans la TVL, il va pas forcément compter ça. Parce que si c'est pas productif dans un contrat de DEX ou quoi que ce soit, lending La borrowing, il va pas le TVL compter, pour en fait. DeFi Lama, dans leur entendement, il faut que ce soit dans un protocole. Il ne faut pas que ce soit juste sur le smart contract d'émission. C'est ça que tu me dis. Exactement, c'est Très ça. clair. Merci, merci Joe. Avec Ok, plaisir. bon. Alors effectivement, c'est intéressant tout ça. Alors on verra. Encore une fois, pour moi, c'est très early parce que même si tu dis ça fait quelques mois, encore une fois, les acteurs majeurs des stablecoins aujourd'hui, ils ont des années. Ils ont pris un first move advantage absolument immense. Et donc, est-ce que WLFI, le USD One, Trump, etc., est-ce qu'ils vont réussir à faire de leur stablecoin un stablecoin incontournable? Moi, je me rappelle du stablecoin de Binance. Il n'a jamais réussi à rivaliser avec les gros. Et pourtant, c'est Binance, tu Mmh. vois. Donc, à voir. Je sais pas. Mais moi, j'aime bien. Encore une fois, tant pis, quitte à être cynique. Hein. Non, mais moi, j'aime bien qu'on mette un peu de concurrence dans les. Tu sais, c'est comme si demain, tu as un petit acteur qui vient casser le duopole des stores Apple et Google, tu vois. Et ben, j'aime bien. Alors, oui, j'aimerais bien évidemment que ce ne soit pas des influenceurs fumeux qui soient à la tête. Évidemment, que si ce n'était pas le président des États-Unis, ce serait mieux et tout. Mais malgré tout, tu vois, je trouve ça fun un peu de compétition dans l'univers des stablecoins où on a l'impression que c'est souvent USDT, USDC ou alors des stablecoins qui lancent. USDE.
ou alors des Pardon? stablecoins qui n'en sont pas. Typiquement, Ethena, c'est pas vraiment un stablecoin. Donc, bon, on en parlera tout à l'heure. Mais Pourquoi bah, c'est parce pas un que stablecoin? il est productif. C'est plus pour moi, c'est plus un fonds Non, d'investissement. le SUSDE, il est productif. Le Ah USDE, ouais? il est pas productif. Ok, bah, tu vois, Non. et même au sens de la réglementation européenne. Parce que, Ah, je sais pas. Je connais pas non, Mika. parce que tu vois, je sais qu'il y avait eu un sujet sur Ethena où justement, vous ne pouvez pas considérer, Ah, parce que ça rapportait des rendements, ça ne peut pas être considéré, ça peut pas être autorisé. bah, ça rapporte du rendement s'il est Ouais. staké du coup. Ok. Parce que tu vois, j'ai Voilà. parlé avec Com de Coinbase, et justement, on lui a posé la question, est-ce que vous allez proposer des rendements sur le staking de stablecoin? Ils disent, bah non, en Europe, on peut pas. On ne peut pas assurer un rendement sur un stablecoin. Donc, tu Ah, vois, c'est pour ça qu'en fonction d'accord. des réglementations, et notamment européennes, parfois un stablecoin, c'est plus vraiment un stablecoin dès lors que tu commences à lui fournir un rendement. Si en plus ce rendement est lié à l'activité même du stablecoin, typiquement les rendements générés Mmh. par le backing du stablecoin, bah là, c'est déjà plus compliance en Europe, par exemple. Tu vois. Donc, c'est pour ça que, bon, Ouais. je ne suis pas un expert sur Ethena, mais je sais que ça avait fait sujet il y a quelques mois de cela. On y reviendra. Ouais, Après, je peux tant qu'on y est, parce que je vas-y. trouve le sujet intéressant, pour élargir le débat, hem, je vois pas beaucoup de projets actuels DeFi, de gros projets, accepter le USD1. Peut-être par peur, tu vois? Moi, je serais à leur place, parce que faut comprendre que quand tu acceptes un token comme ça, tu mets à risque ton protocole, tu vois? Si ça commence à dépeg, tu mets tout à risque, c'est des liquidations en masse, donc bref. Et je me dis: OK, imagine, tu te dis: «L'USD1 va être adopté par les institutionnels». Est-ce que les institutionnels, ils vont chercher à adopter un USD1 juste parce que c'est Trump derrière? Ou est-ce qu'ils vont essayer de chercher à adopter un token qui est déjà utilisé par des milliards de TVL, par des millions de personnes? Et c'est ça la question, c'est que, est-ce que l'USD1 peut vraiment se faire une place s'il n'arrive pas à se faire une place déjà d'une façon, crypto Bah, native? oui, oui. Peut-être, bah, ça dépend à quel point tu imagines que l'institutionnel débarque et avec Ce que quelle je veux force ils dire vont par arriver, là, quoi. c'est que la force du USD1, en l'occurrence, après on remettra ton écran si tu veux sur les sujets d'après, c'est pas sa tech ou la confiance qu'on met dedans et tout. C'est Trump. Et donc, si Trump, mais oui, Ouais. je dis pas que c'est bien, hein, mais il suffit que demain, Mmh mh. Trump, soit l'homme d'affaires, soit le président des États-Unis d'Amérique, décide de lui porter le risque de l'USD1 en le mettant en jeu dans certains accords commerciaux, etc. De fait, il va y arriver. Et donc, on s'en foutra de savoir ce que le retail crypto ou même les protocoles DeFi de l'écosystème Web3 en pensent, sachant qu'en proportion, la finance traditionnelle et les échanges économiques traditionnels pèsent pour 1000 ou 10 000 fois plus que la crypto. Donc, en soi, si vraiment ils veulent le faire, ils le feront. On s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que même si AAV ne te fait pas confiance, si demain tu as un échange États-Unis-Chine pour 100 milliards de dollars qui doit se faire en USD1, on s'en fout de la vie d'AAV. Je vulgarise encore une fois, hein. Mais les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Mmh mh. Je sais pas, je me demande parce que quand même AAV c'est, tu vois, 70 milliards C'est que de dalle, TVL. Je suis pas sûr qu'un c'est que dalle, institutionnel, foute 100 millions c'est sur que un dalle. truc, bah, ça reste la 20e plus grande banque du monde, un truc comme ça, c'est peut-être monté Honnêtement, depuis, je tu vois? pense sincèrement que même si la DeFi commence à prendre de la place dans l'écosystème, même financier traditionnel, je pense sincèrement que si demain, je sais pas moi, JP Morgan ou une énorme banque d'investissement ou même un échange inter-État décide par la pression de Trump, etc., d'utiliser l'USD1, on s'en fout complètement qu'AAV soit pas d'accord. Et alors, peut-être je me trompe, hein, Ouais. mais les ordres de grandeur me semblent tellement décorrélés que je pense qu'on s'en fout au niveau institutionnel. Mais bon, encore une fois, on fait de la fiction, hein, j'en ai aucune idée, hein. Mais je suis un peu d'accord avec toi, hein. Je joue un peu sur les deux plans parce que je sais pas, j'ai pas, tu vois, je vois pas l'avenir, mais je suis un peu d'accord avec toi aussi. Justement, je suis très curieux de voir, ce qu'il arrivera. Et tu as Corentin qui a eu un point intéressant. Est-ce que justement l'US2 a pas un problème avec Mika parce qu'il est Non, enfin, algorithmique? encore une fois, un stablecoin algorithmique, déjà, ça nous rappelle Luna.
Mais la problématique, alors encore une fois, il faut vérifier ce que je vous dis, hein, mais c'est surtout que tu ne peux pas servir du rendement sur un stablecoin en Europe. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas. Parce que sinon, c'est considéré non pas comme un stablecoin, mais comme un titre financier, puisqu'il y a un rendement associé. Tu vois. Et donc, pour le coup, ça, Bien c'est sûr, pas possible. C'est pas Mika. Là, ça ne dépend pas de Mika dans la catégorie stablecoin. Ça dépend du droit bien sûr. financier existant. Et là, en l'occurrence, les stablecoins en question ne sont pas conformes parce qu'ils n'ont pas été construits pour ça, pour se conformer à la réglementation sur les titres financiers. C'est aussi simple que ça. Et ça, vous pouvez le vérifier. Ça, je suis à peu près sûr de moi. Après, s'il est algorithmique ou pas algorithmique, sincèrement, je ne sais même pas si Mika, il sait ce que ça veut dire algorithmique, pas algorithmique. Non, par contre, ce que je sais, c'est que la C'est clair. réglementation sur les stablecoins en Europe, je ne sais pas si c'est lié au côté algorithmique ou pas, mais ils imposent aux émetteurs de stablecoin d'avoir le backing dans au moins 6 ou 8 banques européennes, minimum 60% en euros, et ils imposent effectivement des audits de sécurité, des proof of reserve, mais genre des vrais, tu vois, par des boîtes d'audit, genre, tu vois. Donc Bien ça, sûr. oui. Après, le côté algorithmique, je ne sais pas s'il est genre flagué. J'en ai aucune idée. Je ne veux pas te Mmh dire mh. de bêtises. Mais bon. OK. Ouais, Est-ce que je termine rapidement, let's peut-être go, les red je te flags et puis après comme ça repartage on peut et on… changer de sujet? Parce que c'est vrai que c'est un gros Ah, sujet, mais moi j'adore. Par contre, attends, heu, j'ai un problème, ça ouais, marche ouais, pas. non mais vraiment. Comment ça Là, marche pas? c'est Moi bon. je le voyais là. Je le voyais plus. Vas-y. OK. Et ouais, du coup, il y a plein de disclosures dans le site. Donc les disclosures, c'est si jamais il se passait quelque chose, si jamais ils doivent faire un truc, c'est écrit sur le site. Vous pouvez pas râler, vous pouvez pas aller, à la justice et il y en a plein, il y en a plein. J'en ai pris juste que quelques-uns. Un qui m'a un peu interpellé, c'est, déjà, ils font tout off-chain. Ça, c'est pas je pense que tout le monde le savait. C'est-à-dire que même la gouvernance, elle passe par, une third party, donc quelqu'un, un homme du milieu, quoi. Une Un entreprise du tiers. milieu, en tout cas. Et un tiers, merci. Merci beaucoup. Et du coup, c'est écrit que, ils peuvent, par exemple, vous retirer vos droits de gouvernance temporairement ou indéfiniment, heu, selon ce qui se passe, bien évidemment. Mais je trouve ça intéressant parce que la gouvernance, c'est, la seule raison pour laquelle tu as du WLFI pour le moment, en tout cas, et c'est écrit partout sur le site que ça te donne un droit qu'à ça. Vraiment, je sais pas combien de fois je l'ai vu écrit que tu pouvais rien gagner avec ça te donnait pas d'airdrops, machin, pas Tu n'as d'argent, pas pas de de yield. réduction sur les frais quand tu es détenteur ou quand tu stakes, comme on a Je sur crois pas. les coins typiques d'échanges centralisés, non? C'est surtout de la gouvernance. Ok. Je crois pas, mais en plus, WLFI, à moins que je me trompe, c'est surtout du lending Hmm. borrowing, donc je sais pas. Après, ouais, tu peux peut-être baisser les frais sur du lending borrowing, mais ce serait plus adapté Ouais, je à suis du d'accord. DEX, Je vois ce que tu veux du dire. pair. Après, en soi, c'est pas… Mais Tu dans vois, tous les le, cas, le voilà. truc, c'est Mmh. pareil. Pardon de me faire l'avocat du diable, mais Mmh mh, à mmh. partir du moment où tu veux que ton token il soit compliant, tu es obligé de pouvoir, si ton département compliance ou l'autorité judiciaire le demande, tu dois pouvoir flaguer quelqu'un, blacklister quelqu'un. Et il y a aussi un enjeu demain, j'imagine, hein, comme on est au début, une gouvernance complètement permissionless, ça peut être dangereux. Si demain, il y a un accaparement massif de la supply, s'ils veulent tenir sur le long terme, il faudrait éviter d'avoir une gouvernance qui se retourne contre le projet, quoi. Mais ça, c'est seulement sur WLFI ou par exemple sur AAV, tiens, où il y a une gouvernance décentralisé aussi, où il y a différents filtres, hein, parce que bon, voilà, c'est pas non plus tout rose hein, partout. Hein, tu peux pas faire n'importe quelle proposition et voter n'importe comment. Tu as des filtres de gouvernance, même sur AAV. Mais AAV ne peut pas, à un moment donné, freeze ton droit de gouvernance s'il voit que tu as un comportement qui va à l'encontre des intérêts de la plateforme, un truc comme ça. Ça n'existe pas ailleurs, ça? Je saurais pas te Pose la dire, hein, question, c'est pas évidemment pour t'embêter ou quoi que ce soit, mais parce que euh, pour moi, je trouve que c'est pas déconnant. L'intérêt primeur, c'est celui du protocole. Et si demain, t'imagines, il y a un mouvement qui accapare une grosse quantité et qui décide d'aller à l'encontre des intérêts du projet, c'est normal d'avoir des garde-fous dans la gouvernance, même si elle est décentralisée, oui, non? mais oui.
Tu parles d'une attaque, oui, oui, non, mais d'accord. Mais, là, ce qui vise, en fait, c'est, si jamais la communauté, c'est-à-dire pas un seul individu, que la communauté se rébelle contre, certaines décisions de WLFI, c'est écrit plusieurs fois qu'ils peuvent ne pas accepter, juste. En fait, il y a pas vraiment de gouvernance, il y a pas c'est de Ouais. la poudre aux yeux, tu vois? Il y a de la gouvernance quand ça Ouais. va dans leur Mais sens. en OK. soi, est-ce que ça, c'est pas classique? J'en parlais il y a quelques heures sur Twitter sur un autre projet. Mais est-ce que c'est pas classique avec le concept même de gouvernance dans le Web 3? La gouvernance, déjà, même en droit, hein, elle doit être consultative parce que si elle est décisive, eh ben, ça te rapproche de la notion de securities. Donc, tu es obligé de mettre en mention qu'elle est consultative et elle ne peut pas être décisive. Elle ne doit pas porter sur des enjeux qui sont stratégiques à l'entreprise, mais sur des enjeux qui sont plus secondaires. Sinon, là aussi, ça te rapproche de la notion de securities. Donc, est-ce que les disclosures dont tu parles, ou toi, tu les vois comme des red flags? Et d'ailleurs, pour certains, il y a largement de quoi. Est-ce que ce n'est pas une manière pour l'équipe d'éviter à tout moment que ce WLFI ne soit considéré d'une manière ou d'une autre comme un securities aux États-Unis? Moi, je vois pas ça comme un red flag, c'est plus pour dire aux gens: «Ce que vous croyez est faux», tu vois? Parce que c'est des trucs, voilà, c'est répété, c'est comme les Trump qui sont derrière, tu vois? C'est des idées reçues qui sont fausses. Après, moi, je suis pas, je reste terre à terre. Je sais que l'écosystème va évoluer et que ce genre de choses va arriver de plus en plus souvent et que voilà, il y a aussi une compliance à adopter, ce que tu fais très bien l'avocat du diable là-dessus et du coup, je comprends, tu vois? C'est juste, voilà, je dis: «Cet acteur-là, il vous donne droit à rien, le token vous donne droit à rien» et potentiellement, en tout cas et voilà. Après, là, je pense qu'il y a une très grande différence entre la AAV DAO et la WLF DAO, je sais pas comment ils vont l'appeler. Je pense que la AAV DAO est beaucoup plus respectueuse des droits, Non, mais c'est que la possible. Après, WLF. elle est beaucoup plus ancienne. Donc, une gouvernance, c'est plus facile de la rendre progressive parce que, bah, que lorsque tu commences. Et après, évidemment, la logique n'est pas la même. AAV n'a pas vocation à être compliant parce qu'ils sont complètement décentralisés. Alors que Exactement. le VLFI, Donc tu as des voilà. instances qui sont centralisées, donc ils doivent faire attention. Alors, je vais répondre à ta question concernant le redeem de USD One parce que je me suis renseigné. Et en fait, c'est Ah! tout à fait possible, sans aucun problème, de récupérer un dollar américain pour un USD One. Par contre, c'est réservé aux utilisateurs de la plateforme BitGo. Donc, c'est ce que tu disais. Et Oui. donc, ça suppose évidemment au départ d'avoir fait le process KYC, AML, etc. Ce qui là aussi est complètement normal. Je pense que si demain tu veux redeem auprès de Tether Company ou de Circle, tu dois aussi évidemment passer par ce processus. C'est obligatoire parce que là, tu rentres dans un échange pair à pair avec une entreprise. Et donc, en soi, je trouve Mmh mh. ouais, C'était c'est ma pas question. déconnant. Et qu'ils le fassent par l'intermédiaire de BitGo, bah, ça fait sens d'une certaine manière parce que c'est un échange d'un actif pour un autre et parce que BitGo, ils sont expérimentés en matière de AML, KYC et comme ça, WLFI n'a pas à prendre cette responsabilité eux-mêmes. Sinon, ils devraient eux-mêmes être enregistrés en tant que prestataires sur actifs numériques, alors l'équivalent américain évidemment. La question c'est, tu vois, si tu veux redeem $1 à Tether, c'est Tether qui a le backing. Est-ce que c'est BitGo qui a le backing ou est-ce que c'est WLFI? C'est une très bonne question. Mais pour le coup, la Ah, réserve, elle est détenue par BitGo, de ce que je vois. Toi, bah, pour ouais. moi aussi, et BitGo, à quel point on fait confiance Ah à bah ça, BitGo, tu après, vois? je vais te dire, à quel moment tu fais confiance à Tether? D'ailleurs, les réserves de Tether, elles ont souvent été mises en cause. Et en fait, Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que l'USDC est et plus oui, mais fiable, en ouais. même temps, c'est pareil, tu vois. Donc, en fait, c'est la même chose. La confiance, elle dépend de celui à qui tu décides de l'accorder et des tiers. Les tiers en matière de stablecoin, c'est l'auditeur qui va venir faire le proof of reserve. Et lui aussi, tu peux décider de dire, est-ce que lui, il n'est pas corrompu? L'histoire nous a montré que même les Big Four en matière d'audit peuvent faire parfois quelques pas de côté sur la déontologie. Bon, donc c'est pour ça que Mmh mh. j'essaye voilà, de voir un petit peu le verre parfois à moitié bien, à moitié vide, à moitié plein. Mais ok, tu veux continuer sur WLFI? Moi, j'adore hein, cette discussion. On peut y aller. Non, c'est bon. C'est très intéressant. Ouais, T'as ouais, ouais. terminé ou on continue? Clairement intéressant. Ouais, moi j'ai terminé après bon, je donne mon avis,
grossièrement, mais c'est l'avis que je t'ai donné, c'est que je sais pas quoi, hein. Peut-être ça va être adapté par des institutionnels, ça va faire un gros boom. Je dis juste que pour le moment, ça a l'air d'être, un soufflé quoi, ça en fait, tant que je vois pas d'institutionnel vraiment arriver en mode: «On adopte le USD1», pour moi, c'est complètement aux F-tiers. Surtout que, je crois que le Beedle est un stablecoin, hein? Le Si quoi? je me trompe pas, donc pourquoi pas, le Beedle Ah, Build, ouais, de BlackRock. de BlackRock. Je sais pas quel est le backing de USD1, mais j'imagine que c'est le même. Donc pourquoi tu fais pas confiance à BlackRock plutôt qu'à un projet un peu shady, mais je sais pas. C'est vrai qu'après il s'il y a un homme avec le plus de contacts sur terre, c'est Trump, quoi. Ça, on peut pas lui retirer et ça fait beaucoup de choses aussi, donc je sais pas. Mais le Build, c'est pas un stablecoin, hein. Mais non. C'est Et pas en un fait, stablecoin, on en ouais, non, revient non. à la définition du stablecoin. Le Build, c'est des fonds tokenisés. C'est une Oui, part c'est ça. d'un fonds tokenisé. Oui, Et donc, c'est et oui, l'USDTB, oui, oui. C'est l'USDTB qui est le stablecoin de Beedle, oui. et si My bad. celui-ci génère des rendements à ses détenteurs, là aussi, il ne rentre pas dans la catégorie des stablecoins en Europe. Alors aux États-Unis, avec la nouvelle réglementation sur les stablecoins, ils sont un peu plus permissifs sur cette notion-là. Mais là aussi, voilà, faut voir. Mais en vrai, attention, hein, moi, Mmh. écoutez-moi bien, hein, j'ai aucune idée de la respectabilité de ces deux projets, WLFI et USD One. En fait, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que les acteurs du marché qu'on connaît tous et auxquels on fait confiance plus ou moins, est-ce qu'ils sont vraiment différents de ça? Et quand tu plonges un peu, tu te rends compte qu'il peut y avoir des raisons, que finalement, c'est des choses qui sont quand même assez partagées. Maintenant, il y a aussi un autre élément. Dès que tu vois Trump quelque part, tout de suite, tu as envie de taper sur le truc. À tort ou à raison. Et je ne parle pas de toi, Exo, hein. Tu Bien n'es sûr. pas un anti-Trumpiste primaire complètement débile comme il y en a beaucoup. Et je sais que tu as fait cet article en essayant de relever des éléments factuels. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'aime bien papoter avec toi. C'est que si on va Bien un sûr. peu plus loin dans la recherche, eh ben, on se rend compte que voilà, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Mais faites ce travail de lire Joe Star, et derrière, d'aller faire vos Mmh. recherches et d'essayer de, voilà, pourquoi pas, discuter, voir ce qu'il en est. Après, vous faites votre propre opinion et vous faites pareil avec moi et avec n'importe qui. Ne faites confiance à personne. Juste, voilà, prenez les infos là où elles sont et challenge. Après, ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'a apporté Trump, à notre industrie dans le sens, régulation, tu vois? On a fait un pas énorme grâce à lui, donc c'est pour ça, comme tu dis, je suis pas full biaisé, je déteste Trump, je l'aime pas non plus, je prends ce qu'il y a à apprendre, je m'inquiète sur certaines choses et voilà, il est capable du meilleur et du Ouais. pire et c'est comme ça qu'il Non, mais faut le là, voir, je pense le plus gros truc, c'est et que les fondateurs, oui? quand tu vois leur profil, rien que Ouais, ça, sur c'est ça. n'importe quel projet, tu sais Ouais, déjà que c'est chelou. Maintenant, moi, j'essaye d'aller au-delà de ouais. cette vitrine qui est dégueulasse et d'essayer d'aller rentrer un peu dans le détail. Et là, sur ce point-là, bah, cet échange était intéressant. Ouais. Et j'ai oublié un truc, Vas-y, vas-y, attends, je te on peut remontre, repartager. mon en fait, j'avais du coup ce screen, qui me restait de la fois où j'avais écrit l'article pour, The Big Whale et ça, c'est plus la team d'aujourd'hui. La Mmh. team, elle a changé, donc la team, elle était là et en fait, ce qui est un peu décevant et un peu, je dirais, inquiétant, bon, on a 2 développeurs qui sont partis, bon, peu importe. Par contre, on a Rich Theo qui est parti. Alors je sais pas s'il est complètement C'est qui parti, mais en tout cas, il est cette plus sur le site personne? et Rich Theo qui est le CEO de Paxos et c'est ça qui était intéressant de mon point de vue parce que je me suis dit: «Les gars, ils font du stablecoin, ils ont le CEO de l'ancien émetteur du BUSD qui était» on même si il s'est chié à la fin, moi j'ai connu cette époque le BUSD, c'était quand même un banger quoi et Paxos est resté dans les mémoires là-dessus. D'ailleurs, ils sont en train de potentiellement lancer le stablecoin de Hyperliquid aussi. Donc ça reste un des plus gros émetteurs de stablecoin, connus en crypto et je me suis dit: «Bah, sa présence me rassure» et le fait qu'il soit parti, je suis en mode: «Qui me rassure finalement?» Il y a le seul qui me rassure, c'est ce dev là, Cory Kaplan, parce que, il est derrière le Dex Dolomite, qui est pas un Dex de fou non plus, mais qui est existant quoi. Mais Richeo, c'était vraiment un voilà et il est parti. Alors je sais pas à quel point il est parti, mais en tout cas, il est plus sur le Ouais. site. Bah, tu vois, pour le coup, il peut y avoir 1000 raisons, à cela, mais c'est un élément qui est intéressant, mais tu ça peut être en fait, pour moi, s'il y avait eu un vrai problème, la question, c'est de savoir est-ce que ce Rich Theo, est-ce qu'il aurait publiquement annoncé son départ et les raisons?
parce qu'il a envie de se désassocier et désassocier son nom de pratiques ou de choix qui ne sont pas qui sont pas ceux qu'il aurait fait. Et si son départ a été Mmh. discret, en Discret. tout cas, Je te le dis, je suis en train de vérifier, c'est ouais, discret. voilà, vérifie s'il y a eu une annonce, et cetera. Mais en tout état de cause, Ouais, ouais. ça m'étonnerait, sinon je pense que tu l'aurais vu en faisant cet article. Ça veut peut-être juste dire que peut-être que ça commence à faire concurrence avec son activité chez Paxos, ou peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, tu sais, Elon Musk, il a quitté Trump à un moment parce que les deux, il y a eu des dissensions personnelles et programmatiques. Bon, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ils sont pas, entre guillemets, un peu recopains et tout, mais je vois ce que tu veux dire. Ça inspirait confiance et maintenant un peu moins, je comprends. À voir. Mais effectivement, je vois qu'il a rejoint le projet en octobre dernier sur la partie stablecoin, etc. Et c'est C'est vrai ça. que le fait qu'il ne fasse plus partie de la team, en fait, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. En fait, on n'en sait rien. Mais de fait, c'est pas un signal positif, c'est sûr. En fait, peut-être que Paxos aurait dû s'occuper du stablecoin et que finalement ils sont allés avec BitGo parce qu'ils se sont pas entendus, il y avait quelque chose qui allait pas. Ah, Moi, c'est c'est comme ça que possible, je le c'est traduis. possible. Et tu vois, là, pour le coup, peut-être qu'au début. Ouais. En plus, tu sais, j'ai l'impression que les gars comme Trump, il peut changer d'avis, quoi. À tout le moins. Ouais. Et donc, Oui, forcément, c'est pas qu'une pour un impression, hein. partenaire, Ouais, il peut se sentir lésé, tout ça. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les affaires, on n'invente rien. c'est Euh, ça. Ok, bah écoutez, en tout cas les copains, voilà, faites gaffe. On reparlera de WLFI dans, je sais pas, dans 5 mois, 6 mois pour voir entre-temps ce que ça a donné. Tu veux qu'on parle de Pump un peu? Ah bah oui, évidemment, Alors, évidemment. Pump, pareil, un petit contexte. Tu étais venu dans l'émission à l'époque pour nous parler de Pump, à l'époque où ils devaient faire leur levée de fonds, leur ICO, le lancement de leur token. D'ailleurs, je crois que tu étais venu le lendemain du lancement. Ils étaient valorisés 4 milliards. Ils avaient levé. C'est ça. Non, c'est pas ça? S'ils avaient levé un Ils avaient milliard, levé je un crois, milliard, donc un peu plus. 25% de la supply. Ils avaient fait ça 30, combien? 14 secondes ou 14 minutes? Non, je sais plus. Enfin, c'était très rapide. Ouais, quelques minutes, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc très rapide et tout ça. Toi, tu étais ultra bullish pour un élément qui t'intéressait beaucoup, c'était le ratio revenu-valorisation. Mmh Et mh. tu faisais le parallèle notamment avec Hyperliquid. Mmh. Tu as beaucoup posté sur le sujet. Ensuite, le token, il s'est, on peut dire, effondré en dessous du prix du lancement. Donc là, tout le CTFTR est venu te chier à la gueule, évidemment. Oui, évidemment. Toi, tu as reconnu que le timing était peut-être pas le meilleur, mais tu restais quand même convaincu que dans la Oui. course au Launchpad, Pump Fun avait sa place à jouer et selon toi, il sortirait gagnant de tout ça. En parallèle, on a eu aussi l'ascension de Bonk, donc un peu Exactement. le concurrent du Launchpad plutôt meme coin sur Solana. Et puis après, il y a eu un croisement et finalement, Bonk est retombé aux abysses et Pump est revenu un peu en force. On rappelle aussi, parce que je ne veux pas qu'on refasse l'émission de la dernière fois, donc je rappelle, hein, on a aussi le fondateur de Pump Fun, qui est un Israélien qui communique de façon parfois un peu erratique. Des fois, il donne pas de nouvelles, des fois, il revient. Des fois, c'est complètement dégène. Des fois, c'est beaucoup plus structuré. Bon, voilà. Donc là aussi, il y avait eu quelques sujets là-dessus. Et là, donc Pump reprend des couleurs, des parts de marché. Son token aussi, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais en gros, ça va mieux. Et Il est donc, à toi, 5 tu es là milliards. en mode, tu viens troll ceux qui t'avaient chié dessus. Et moi, je trouve ça très amusant en disant, voilà, mais c'est ça, j'ai eu raison avant tout le monde, c'est mon problème. Et ça m'a fait évidemment beaucoup rire. En fait, Euh, le Vas-y. le mauvais ti le mauvais timing que j'ai eu, c'est que, il s'est lancé alors que Bonk était en train de commencer sa dominance et j'aurais dû me dire, tu vois? Bah, c'est sans compter tout le FUD parce qu'il y a eu plein, plein de FUD qui en plus enterré vraiment le token. Ouais. J'aurais dû me dire: «Attention, il faudrait déjà qu'il récupère le marché, avant de s'assurer ça». Parce que c'est vrai que la thèse que j'avais, moi j'en suis content, mais c'est dans une thèse où il garde le marché. S'il perd le marché, la thèse ne vaut plus rien et c'est pour ça qu'il a touché des trucs très, très bas. C'est parce que les gens moi, j'ai vu, il y a un moment où, quand, Pump Fun réalisait genre, je crois qu'il est descendu à 7 du market share, c'est-à-dire de la part de marché, les gens ont dit: «Pump est mort, Pump Fun est mort». Moi, j'étais le 1er à aller, contre parce que je leur disais: «Les gars, ça fait quelques jours, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, on attend d'abord. Si ça dure des mois, là, on en reparle». Bah, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je savais que Pump Fun s'en relèverait, il s'en est toujours relevé et il est trop gros pour moi
D'ailleurs, on avait fait une émission ensemble, je te l'avais dit. C'est mon opinion. Pour moi, il est trop gros pour mourir. Et du jour au lendemain, il a fait 90% et aujourd'hui, il étale tout le monde. Et je pense que peu importe le compétiteur, à moins qu'il y ait un vrai unlock, peu importe le compétiteur, il écrasera toujours. Il y a eu Evendex aussi, qui a tenté sa chance, qui est aussi mort. Et il y a eu Bags aussi, pareil. Il y en a toutes les semaines. Mais moi, ouais, non, mais ok, non, mais, non, mais là, pour le coup, j'avoue que t'es resté droit, on va dire, dans tes bottes, alors que, effectivement, moi, j'ai toujours dit, voilà, j'aime bien les gars comme toi. Tu prends des takes, tu peux te tromper. On se rappelle de Berachain. On a rigolé Oui. de ça avec Gourou quand il est venu dans le mardi. Et après, bah, soit tu te foires, soit tu te réussis. Il n'y a que ceux qui prennent pas de position, de toute façon, qui prennent pas de risque. Donc, ça, il n'y a C'est pas de ça. souci là-dessus. On adore. Et c'est très bien et continue comme ça. Et après, Merci. chacun est libre de te suivre ou de ne pas te suivre. Moi, comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'intérêt malhonnête derrière, alors tu fais la pub d'un truc pour lequel tu as été payé, auquel tu ne crois pas forcément, tout ça. Moi, tant qu'il n'y a pas tout ça, après tout, allons-y, on s'en fout. Que ce soit pour feu d'un projet ou pour le promouvoir parce que tu y crois vraiment, chacun fait ce qu'il veut, on s'en tape complet. En tout cas, Pump, on ne va pas se mentir, même C'est si ça. on parle toujours au moment T. Peut-être qu'on se voit dans 6 mois et effectivement, les choses ont complètement changé. Mais au moment T, on voit effectivement que Pump a repris des couleurs. Donc bah, bravo pour ta résilience par rapport à ça. Maintenant, sans parler du prix du token, parce que là, on repart sur des enjeux de spéculation à côté de ça, Pump, ils ont quand même pas mal œuvré ces dernières semaines pour des Oui. fonctionnalités, pour des programmes de... Alors déjà, un énorme buyback, des programmes d'incentive et de revenu sharing avec les porteurs de projets. Tu veux nous en parler un petit peu de ce qu'a lancé là, ces derniers Ouais. temps Pump pour pas seulement récupérer des parts de marché, mais aussi créer une véritable économie autour des créateurs de projets sur Exactement. Exactement, ça fait plaisir que tu le dises. Oui, il y a eu donc on est passé de 25 à 100 sur les buybacks, donc ça a été une grosse news, très importante. On a eu le Glassful Foundation, alors je sais pas où ça en est, j'ai l'impression que je sais pas, ils ont fait un achat en fait c'était censé racheter des tokens de l'écosystème avec les revenus, pas les revenus, mais des revenus passés, parce que les revenus sont déjà buyback à 100. Je sais pas où ça en est. Je sais pas si en fait parce qu'ils aiment pas trop qu'on suive leurs adresses sur Dune. Donc, je ne sais pas s'ils continuent de le faire en Soum Soum ou si juste ils ont arrêté parce que j'arrive pas à les suivre. Donc, bref. Et sinon, il y a pour moi une des news les plus importantes, le fait qu'ils ont énormément monté les Creator Rewards. En fait, ils avaient avant un flat fee, peu importe la market cap du projet, sur PumpSwap. Et aujourd'hui, c'est un dynamic fee. C'est-à-dire que si ton token est à 100 000 de market cap, il va demander beaucoup plus de frais que s'il est à 100 millions. Et là où c'est vraiment important, c'est que des gens qui vont lancer un début de token vont pouvoir avoir beaucoup de budget dès le début. Et ça va permettre de, je sais pas, acheter un artiste pour faire des artworks, acheter un listing, acheter du marketing. Moi, j'ai vu aussi, parce que je suis beaucoup dans l'écosystème, des flywheels, tu vois. Il y a des projets qui, avec l'argent qu'ils récoltent, qui peut générer beaucoup d'argent, rachètent du token, le burn, ce genre de trucs. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et on parle de là, cette semaine, j'ai dit, c'est combien? 13 millions? 13 millions qui ont été distribués. Je peux vous montrer un peu la chart. C'est assez impressionnant de voir la différence entre avant et après. Alors, évidemment, c'est au coût du trader, parce que c'est le trader qui paye cette différence-là. Mais ça, honnêtement, de mon point de vue, peu importe parce que, bah, c'est aussi des frais qui sont souvent pris, sur les autres plateformes. Donc, on arrive sur des frais qui sont quand même honnêtes, voilà. Donc ça, c'est vraiment la différence entre avant l'annonce et après l'annonce et je trouve ça cool. Tu vois, pour le coup, j'ai fait un bento. Je sais pas si tu connais ça, mon ref. C'est un truc, j'ai découvert ça hier. En fait, c'est Non. comme un Linktree, mais un site plus sympa, tu vois, où tu peux mettre tes différents réseaux sociaux, tu peux mettre des photos, des trucs et tout. Bon, c'est assez cool. Qu'est-ce que je voulais dire et donc, j'ai mis des adresses pour les gens qui veulent me soutenir la chaîne. Et Mmh. j'en ai mis plein. Et là, on me demande est-ce que sur l'adresse ETH, il peut envoyer des AVAX. Bah oui, normalement. Parce que c'est ETH, AVAX, non? Oui.
Bah, je sais pas, j'ai jamais utilisé Avax, mais oui, Ah, c'est en normalement plus, c'est EVM Credo, c'est Avax. un mec que j'aime beaucoup. Il était venu dans l'émission faire une émission sur Avalanche avec Gourou, justement. Émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne où on revient sur l'écosystème, la tech, l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur Avalanche, vraiment pour le coup, allez-y. Mais à ma connaissance, sur une adresse EVM, tu peux envoyer des AVAX. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais vous partager le bento. Comme ça, vous pouvez aller voir. Je me suis amusé hier à le faire. Et donc, normalement, ouais, sur l'adresse ETH, ouais, normalement, tu peux envoyer du AVAX, Credo. Donc, ouais, merci si tu l'envoies. Et puis, si tu n'envoies pas, bah, c'est pas grave. C'est cool de te voir dans les commentaires. Pardon, Joe, j'ai fait une Oh, mais il y a dérive pas de souci. complète. Mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, moi, j'ai suivi un peu les news. Waouh, les cheveux, c'est une cata. De Pump. Et au-delà des notions de FUD, de prix, parce que ce n'est pas des sujets, moi, qui m'intéressent plus que ça, j'ai vu effectivement qu'ils avaient délivré plein de nouveaux programmes d'incitation pour mettre vraiment le créateur de projet au centre de l'économie. Et en même temps, je vais te dire, souvent on dit Pump Fund, de toute façon, c'est que des meme coins, 99% c'est des projets de merde. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité d'ailleurs. Mais pour autant, il n'est pas impossible que certains porteurs de projets un peu plus, j'allais dire, long terme, passent par Pump Fund pour lever des fonds. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais Bien pas sûr. comment se portent les autres launchpads un peu sérieux, mais ils ne rivalisent pas un instant en termes de volume avec Pump Fund de toute façon. Ma question, tiens, je te la Pas pose, et du tout. après, tu me donneras ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Pump Fund un jour sera un launchpad pour un projet sérieux? Est-ce qu'il arrivera à se décoller un petit peu de sa réputation de truc à meme coin? Est-ce que demain, je donne un exemple tout con, tu penses qu'un layer A important ou un projet DeFi important ou un projet RWA ou peut-être même un institutionnel un jour lancera sur Pump Fund? Est-ce que tu penses que ça arrivera? Mmh, je pense que oui, un truc important, je pense que oui, un truc important et sérieux, bien entendu. Je pense parce que c'est aussi cette volonté-là, avec, l'internet, capital market. On a vu, Believe App qui s'est lancé sur la narrative et je pense que ce qu'a fait, justement, Pump Fund là, c'est porter un coup à Believe en mode: «Nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut générer beaucoup de revenus pour les créateurs» et c'est ce que dit Alon et d'ailleurs moi je vois déjà le résultat, dans les tranchées, même si c'est encore très timide. Je vois plus de projets sérieux qu'avant, tu vois? Parce que, justement ils ont plus à gagner sur ces revenus-là et autre chose que j'ai oublié de dire, heu, une news qui pour moi est très intéressante et qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, ils ont aussi accéléré la capacité enfin déjà, ils avaient annoncé qu'ils pouvaient CTO un projet. Donc en clair, ce qui se passe, c'est que quand un dev qui a lancé un token se barre avec la caisse, le token avant était abandonné. Et en fait, ils ont lancé PumpSwap, qui est du coup leur propre DEX, qui est passé devant Raydium, parce qu'à l'époque, c'était Raydium qui était le DEX de PumpFund. Ils ont utilisé PumpSwap justement pour permettre de pouvoir CTO les projets. Parce que maintenant, du coup, ils ont la propriété des positions de liquidité. Et du coup, si un dev se barre, il suffit d'envoyer un message à PumpFund, dire bonjour, j'aime beaucoup ce projet, j'aimerais bien le récupérer. J'ai envie de le CTO, c'est comme ça qu'on appelle. Et en fait, PumpFund va te donner les droits de la pool de liquidité et donc les fees. Et toi, tu récupères le projet, tu relances le truc et tu as des histoires incroyables qui sont nées comme ça, où le dev, il la quitte pour 300 boules et le machin, il est passé sur des millions, voire des dizaines de millions. Et là, actuellement, ils ont encore accéléré le truc ce que je trouve, très important et comme en plus les récompenses de créateurs ont augmenté, ça contre-incentive le rug. Je dis pas qu'il y en a je dis pas qu'il y en a beaucoup moins, moi j'en vois plein, mais disons que ça contre-incentive quand même le rug parce que tu gagnes tellement d'argent au début et tu peux te faire CTO tellement rapidement que tu vas très rapidement perdre le reste. Voilà, je trouvais ça très intéressant et ça va donner lieu à des meme coins qui sont vraiment communautaires et pas portés par quelques personnes. Ok, non, Voilà. non, mais j'aime bien. De toute façon, clairement, tu ne peux pas empêcher les gens de rug. Par contre, tu peux les Non, désinciter. Euh, et donc, cette stratégie, exactement. elle est intelligente. J'ai vu passer aussi des trucs, des allégations de paiement d'influenceurs pour FUD, Bonk, etc. Tu as entendu parler de ça? Tu penses que c'est vrai? Et tu penses que c'est, après tout, c'est la guerre de l'influence sur les réseaux et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait,
En fait, ça a été dit parce qu'il y a eu des alors, il faut savoir que Pump a des énormes influenceurs, mais c'est pas des influenceurs qui sont payés par Pump c'est des influenceurs qui vivent de leur activité sur Pump qui vivent de l'influence, de la même manière que Bonk avait aussi ses influenceurs et le truc, c'est qu'ils se sont chiés dessus pendant des semaines. Alors quand c'était Bonk qui était au-dessus, tout le monde disait, tout le monde feudait disant que c'était Bonk. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai dit, je crois, dans ton émission, en disant peut-être qu'il y a des conflits d'intérêts avec certains influenceurs. Et là, maintenant que Pump a récupéré le marché, bah, c'est l'inverse. Donc, en réalité, on ne sait pas. Le jour où il y aura vraiment un truc sérieux qui sortira, j'écouterai peut-être. Mais là, actuellement, pour moi, bah, c'est des soupçons comme il y en a toujours dès qu'il y a du FUD. Mais il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui juste FUD parce que bah, ils n'aiment pas ce que propose Bon, qu'ils n'aiment pas son écosystème. Et je comprends aussi la Ouais. motivation. Quoi. Non, non, mais après tout, je comprends et j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Hein. De toute façon, Oui, c'est ça. du jeu. T'es sur le CT. Quoi. Ok. Désolé. Ok, très bien pour Non, vas-y. Pump. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Toi, tu n'avais pas réussi à rentrer sur la public sale. Tu avais dit que. Alors, c'est ça qui est fou d'ailleurs. C'est que tu es rentré, toi, juste Ouais, après. Donc, tu as payé le token un peu plus cher, 0,5, 0, truc comme ça. J'ai des vieux souvenirs de chart c'est ça. là-dessus. Tu as rechargé, toi, pendant la J'ai baisse. rechargé. Et donc, tu dois être content. Alors, je suis content, mais bah, tant qu'on est avec des gens, faites pas ce que j'ai fait, sur Berachain ou sur Pump. C'est-à-dire que, Pump, en fait, il a baissé pendant la nuit. Moi, je me suis réveillé et j'ai vu qu'il était bas. Je me suis dit: «Bon, de toute façon, il va remonter, je sortirai à ce moment-là parce que la tendance, elle a changé». Il est pas remonté. Donc en fait, il y a un moment où je suis pas du tout sorti. Alors effectivement, j'ai racheté quand j'ai vu qu'il posait un bottom. Donc aujourd'hui, je suis content quand même. Par contre, si j'avais eu un management, de position plus, objectif, je pense que je me serais beaucoup mieux sorti. Quand la tendance d'un token change, sortez. Voilà, ça c'est classique. Sortez pas dès que ça fait un petit bottom, parce que des fois il y a un fake out, mais en tout cas, dès que vous sentez que ça pue, faut pas se dire c'est trop tard. Non, parce que ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Je vois. Je vois. Ok, bah, très bien. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, tout ça, hein, comme d'habitude. Évidemment. Ok, vas-y, go. On parle un peu de Ethena. Ah oui, Allez. si tu veux, bien sûr. Alors, J'adore Ethena. Ethena, qu'est-ce que c'est? Ethena, il propose le USDE. Donc, ça, c'est un stablecoin synthétique crypto-natif. Donc, avec un peg à 1 dollar, évidemment. Mais à côté de ça, ils sont hedgés par des shorts sur des perps en delta neutre. Donc, on voit que derrière, effectivement, il y a de la DeFi derrière. C'est pas juste, ils détiennent une quantité de dollars, Mmh. etc. Donc, il n'y a pas de backing en fiat via une banque ou ce genre de choses. Donc, c'est ça qui. C'est pas de la Bah, DeFi, ouais, c'est de la faille. c'est vrai. Parce que c'est sur des Tu as stacks. raison. Voilà. Tu as raison. Et puis, ils ont leur token, le ENA, qui est le token de gouvernance hein, de ça. Avec pareil, tu peux staker, avoir des rewards, partage de revenus aussi, si j'ai bien compris, avec des APY et tout. Bon, voilà. Et non, pas de partage de Ah ouais? revenus. Ouais, non. Pas encore. Ah, je vois Pas ici encore. partage de revenus, mais ok. Bah, il y a écrit Ah ouais? 290 millions générés depuis le launch et 500 millions accumulés. Oui, mais ça c'est pour les SUSDE du coup, Ouais, j'écoute, je tu vas pense. nous expliquer ça parce que du coup, j'ai pas bien compris. Ouais, ouais, OK. Mais ouais, d'ailleurs, fais-nous une petite présentation. C'est quoi Ethena voilà, en gros, parce que là, j'ai l'impression que au départ, c'est du stablecoin, mais en fait, c'est plus que ça. Ou c'est différent quand même. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de stablecoins qui sont backés par des actifs qui sont, pas performants en bull market. Tu vois? Par exemple, quand tu as des actifs comme qui sont backés par du treasury, classique, en fait, t'as pas de c'est des trucs qui vont être moins performants quand le marché va avoir de l'appétit et la thèse d'Etena que je trouve intéressante, c'est que justement comme ils font du short en delta neutre, ils sont plus performants dans un marché qui est haussier et qui a faim et c'est pour ça que c'est un actif qui est très intéressant et du coup, tu as le USDE, donc ça, c'est le stablecoin. Tu as le SUSDE, c'est-à-dire que tu peux staker ton USDE. Ah merci Corentin qui me rappelle qu'il y a l'USDTB aussi. Donc tu peux staker ton USDE pour récolter les rendements faits par récupérés grâce au short en delta neutral, qui peut être beaucoup. On a vu des APY à 20 ou 30%, je crois, 28, je crois, au maximum.
On a le USDTB qui, lui, par contre, est un produit sur des treasury bills, pour ça, le TB, donc sur des trésors. Et il y a le ENA, qui pour le moment est juste un token de gouvernance, qui est vraiment le token représentatif du projet, et qui devrait servir bientôt, dès qu'il y aura le fee switch, de partage de revenus. Donc il y aura 1% qui seront récupérés sur les performances du SUSDE qui iront aux détenteurs du ENA. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a le IUSDE, mais je crois qu'il n'est pas du tout adopté. Je ne sais même plus ce que c'est. Corentin, si tu veux me donner les détails, je serais bien content. Bon, en tout cas, ça a l'air complexe tout ça, hein. Allez, Mais en vrai, ça je l'est. pense qu'il faudrait faire une chronique complète sur le sujet si vraiment on voulait deep dive le truc. Il se passe des trucs en ce moment là-dessus. Il y a de l'actualité un petit peu sur Ouais, ouais, ça. ouais. Je vois passer un peu Beaucoup. Etena un peu partout. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus. En fait, Ethena, ils sont très forts, ils sont partout dans l'écosystème. Déjà, ils vont lancer une layer 2. Alors, je crois que ça a été pas une layer 2, pardon. Si, une layer 2. Si, c'est une layer 2. Je crois que ça a été un peu ralenti, je sais pas où ça en est, mais qui s'appelait Converge avec AAV, Maple, tous les grands noms de la DeFi dessus. Donc, en fait, ils voulaient créer un écosystème, mais ils sont aussi exportés vers MegaETH. Alors, MegaETH qui a annoncé hier la création d'un stablecoin natif. Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, leur stablecoin natif sera backé par les mêmes rails que l'USDTB, donc c'est-à-dire le Beedle. Donc, c'est-à-dire un actif qui donne du rendement, 4% par an environ actuellement. Ça va baisser avec la baisse des taux, évidemment. Mais ça veut dire qu'en fait, avec l'adoption de MegaETH, qui risque d'être, pour moi, grosse, moi je crois en MegaETH, MegaETH peut gagner beaucoup de revenus juste parce que les gens ont besoin de stable. Et ça, tout ça, ce sera backé par Ethena. Donc là, ils sont fait encore un partenariat de fou. Et il y a eu la grosse bougie du jour, elle est justifiée par Binance qui a accepté l'USDE sur le sexe. Et je peux te montrer un truc rapidos là. Si tu peux montrer mon écran. Du coup, ça, c'était les 5 targets nécessaires pour que on ait le fee switch et donc les premiers revenus sur le ENA, qui est un moment important quand même. Et on a les 4 qui sont passés. Donc voilà, je vais pas forcément tout vous les décrire. Le seul qui manque, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut que le rendement sur le SUSDE soit supérieur aux produits USDS qu'ils ont. Et pour ça, il suffit juste que le marché s'emballe un petit peu et ça va passer. Et du coup, on pourra voir les premiers revenus sur le ENA et peut-être de la pression acheteuse. Et j'ai oublié de dire, hyper important parce que je sais pas pourquoi j'ai oublié de dire ça. Ils ont créé une entreprise qui s'appelle Stablecoin X, donc une vraie entreprise TradFi, qui a levé des fonds et ces fonds vont être utilisés pour racheter du ENA. Et c'est pas énorme, enfin c'est pas petit, on parle de 530 millions de fonds levés pour un market cap qui est à genre 5 milliards. C'est gigantesque. Après, il faut voir comment ça va être fait. Ils disaient qu'ils allaient acheter 5 millions si c'est au-dessus de 70 centimes. Donc là, actuellement, ils achètent 5 millions par jour, ce qui est plus que la pierre liquide, et 10 millions si c'est en dessous. Donc voilà. Après, il faut toujours faire attention à ça, parce que ça ne veut pas dire que le truc va moon forcément. C'est juste que c'est des news potentiellement bullish. Voilà. Ok, donc toi, comment tu t'exposes à Ethena? Tu achètes le token ENA ou est-ce que tu utilises le stablecoin pour les rendements? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, Ouais. ENA. Moi, c'est ENA. Ah bah oui. C'est le direct représentateur du succès, même si l'USDE aussi, mais en tout cas de son développement, c'est le ENA. Ouais. Ouais, ça fait partie de ta shortlist de tokens, là, c'est ça? Ouais, j'en ai pas beaucoup, mais pour moi, ENA, en fait, pour être totalement transparent avec vous, j'en ai depuis longtemps parce que c'est un token que j'ai. Ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que je dis ça va être un acteur important. Le truc, c'est que quand tout est monté et que tout le monde en parlait, moi j'ai tendance à vendre à ce moment-là. Et des fois, c'est des super sorties. Je suis sorti magnifiquement sur du Cyrup, par exemple. Heu, dans le cas d'ENA, c'était pas parfait parce que ça fait partie de ces actifs que j'ai sous-valorisés, sous-évalués, juste parce que c'était en parlait trop, comme Hyperliquid. Pour moi, c'est en fait, déjà, ils sont sur la meilleure narrative du moment. C'est les acteurs qui se développent le mieux. Il y a ce côté TradFi qui est juste insane. Et du coup, j'ai racheté même un peu plus haut que ce que j'ai vendu. Parce que, juste, pour moi, la vision, elle est là. Ça reste.
en fait, j'ai trop de confiance là-dedans. Après, voilà, c'est moi, c'est perso. Mais pour moi, il y a très peu de projets comme, Ena, ouais, il y a Hyperliquid et Pumfun, quoi. Pour moi, c'est vraiment les 3 bangers de ce cycle. Eh ben, écoute, bon à savoir. Ah non, attends, pardon, je viens de faire une bêtise. Euh, Excuse-moi, reste en ligne 2 secondes. T'inquiète, t'inquiète. Donc, OK pour Ethena. Bon, bah, on en sait un peu plus. Donc, ça, c'est cool. Tiens, on fait la transition directe vers Megaïf parce que tu nous en as parlé juste avant. Alors, moi, Ouais. ce que j'avais retenu, parce que tu nous en avais parlé un petit peu de Megaïf dans l'émission il y a quelques semaines de ça. Megaïf, c'est un layer 2 sur Ethereum. Et en fait, en gros, ce qu'on retient, hein, c'est 100 000 transactions par seconde. Donc, c'est vraiment une blockchain où ça va vite. Donc, pour des use cases dans lesquels on doit être capable, soit du gaming, soit du trading haute fréquence. Bref, en gros, ça va très, 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 très vite. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Après, on là aussi, on se souvient Mmh. d'eux pour les lapins. Ils ont une collection de NFT, les bunnies ou je sais pas quoi, c'est ça? Non? Les Bad Buns, ouais. Non, ils ont osé les Fluffle et il y a les Bad Buns qui est un projet à part, projet français D'accord. d'ailleurs, l'un des Tchad de France et Ok, donc et voilà. collection. Mais tu raté le plus important pour moi. Non, non, mais en gros, Pardon? moi, je te dis ce que je vois. Parce que vite fait, en scrollant, après, OK. j'imagine que c'est pas que ça. Mais on a vu effectivement ces petites NFT, là, ces petites PFP en mode lapin, là, qui a été assez virale. Et puis voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Megaïf pour rentrer un peu? C'est quoi alors? Pourquoi tu es bullish sur cet écosystème et cette blockchain? Parce que pour moi, ce que tu n'as pas dit, c'est que, OK, 100 000 TPS. En soi, 100 000 TPS, on s'en fout. C'est un peu la norme aujourd'hui. Ce que Megahive fait, c'est du, 10 millisecondes de block time et ça change tout. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point le block time, c'est, une latence. C'est une latence sur la donnée, sur le rafraîchissement de la donnée et du coup, de le baisser autant, on parle de 40 fois, par rapport à un acteur comme Solana, ça permet plein de use cases énormes, ça permet à des market makers de pouvoir faire leur taf correctement, surtout que eux ils peuvent se mettre à côté du séquenceur et carrément, spam le réseau et donc ça permet justement de créer une vraie blockchain trading performante, pertinente pour même les gros acteurs, en fait. C'est pas juste pour les Megaïf, ils sont pas leur thèse, pour adopter, forcément tout le monde. Enfin, forcément, du retail. Ils veulent aussi adopter les pros et c'est pour ça qu'ils proposent ce genre de truc. Comme un oracle, ils ont aussi un oracle à l'intérieur même du séquenceur pour permettre justement de baisser au maximum la latence et ça change tout. Je pense que on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, mais en général, quand tu as une latence qui est beaucoup plus faible, tu as du mal à revenir avant. Enfin, les gens qui sont allés sur Solana, ils ont du mal à revenir sur Ethereum pour ça, parce que c'est une habitude que tu prends et je pense que ça va être un peu le même effet avec MegaETH. En plus de ça, ils ont fait tout hyper respectueusement, parce que tu t'attends à ce qu'un acteur comme ça, soit un peu comme Starknet, full VC et tout ça. Non, non. Les gars, ils ont à peine levé, ils ont levé beaucoup grâce à leur collection NFT, Fluffle, en communauté. Donc, ça, en fait, le NFT te donne droit à une partie de la supply, donc c'est vraiment très respectueux. Ils ont compris qu'il fallait créer un culte, une culture. Pour moi, c'est et là encore avec le stablecoin, pour moi, ils prouvent non seulement qu'ils ont tout compris sur l'écosystème, en plus de ça, ils innovent sur chaque partie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste innové sur la partie technique, ils ont même sur le financement même du layer 2, ils ont innové. Je C'est tout ce que je demande, tu vois? Après, on l'a vu avec Berachain, c'est pas parce qu'il y a innovation qu'il y a demande. On le sait. Mais voilà, moi je crois en MegaETH, je pense que ce sera une des blockchains les plus intéressantes de ce cycle. Après, il faut qu'il y ait la demande, il faut que les gens restent et surtout, il faut que les gens bridge et c'est ça le plus Il y a compliqué. plein de questions. Mais Alors déjà, à voir. merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de sujets. Déjà, en termes de temporalité, donc là, on est en public, on est en testnet, là, public testnet depuis le mois de mars, je crois. Et il est prévu normalement le launch entre fin septembre et début octobre. Hein, c'est bien ça? Tout ce qu'on a, c'est bientôt. Soon. OK. Voilà, soon. C'est quoi le consensus là-dessus? Tu as des infos, toi, sur ça? Est-ce que c'est d'optimistique? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est décentralisé? Heu Ah! comment ça se passe au niveau vraiment tech? Il y a un peu de ZK? Comment ça se passe? En fait, de base, ils étaient full optimistic. Maintenant, ils ont une partie optimistique et ZK, pour justement, le consensus et ils ont aussi alors c'est pas encore live, mais ils auront de la rotation des séquenceurs. Parce que pour le moment, ils ont un fat séquenceur, un gros séquenceur Le et séquenceur, c'est ils vont celui pas qui faire comme attribue les blocs, quoi. qui passe, oui, qui crée les blocs, qui, enregistre les transactions dedans et qui continue comme ça. Et ils sont pas cons et c'est ça que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils se sont pas dit: «Bah, on va créer un réseau de séquenceurs pour décentraliser le machin». Non, parce que ça, c'est débile, tu reviens au même problème des layer 1. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont créer une rotation de séquenceurs, c'est-à-dire qu'il y aura des rôles, ils vont tourner, un par un pour éviter en fait, le risque, c'est que le séquenceur, le gros séquenceur, ait une panne de courant. Je sais pas, il y a des fois, ça arrive, hein, des pays entiers comme le Portugal qui ont plus de courant. Et donc il faut quand même, qu'il y ait plusieurs séquenceurs dans le monde et c'est ça qu'ils vont faire et ils vont tourner un par un. Il y aura pas vraiment de consensus entre eux, c'est juste que chacun prendra son tour et si jamais il y en a un qui faillit ou qui triche, les autres sont là pour être derrière et ce sera aussi sécurisé du coup par le token, bien OK, évidemment. intéressant, donc ça, c'est bon. Après, à côté de ça, l'écosystème, moi, il y a déjà des choses, en fait, même si on est en Oui, test-tête public, il y a déjà des choses. Moi, j'ai vu passer, du méga mafia, oui, c'est ça. et plus tout le côté, culture et c'est vrai que Alors vas-y, vas-y. ouais, pardon. Non, Mega Mafia, c'est juste une association de méga ETH pour, aider les Oui, mais projets. Donc en c'est fait, ça, quand je te parle de il y a ils déjà demandent un écosystème, oui, c'est c'est ça, qu'ils se sont déjà, structurés pour, attirer, accueillir, potentiellement former, parce que c'est ça, qui exactement. est essentiel, dans un écosystème, Web3, c'est l'argent, parce que tu dois filer des grants, des incentives, des trucs, mais tu as aussi, derrière, la stratégie d'acquisition, que ce soit des utilisateurs ou des builders qui vont créer demain la super app qui va faire que ton layer va être utilisé ou pas, quoi. Exactement, au lieu de balancer des grunts à l'appel, comme Métis l'avait fait par exemple, non, ils ont je sais pas, mais je sais même pas s'il y a des grants, en tout cas, ils cernent des profils intéressants. C'est pas pour tout le monde, hein. Pour faire partie de la méga mafia, il faut que tu sois un développeur pertinent, qui utilise au maximum les capacités de la blockchain et après ils les forment en groupe. Des fois, ils vont tous dev, dans un hôtel, dans le monde, donc en présence réelle. Je trouve ça vachement intéressant, c'est vraiment à l'inverse de ce qui a été fait et des problèmes, pour moi de balancer des grants à tout le monde parce que souvent tu attires des mauvais développeurs. Là, tu vas chercher les bons profils et on a de très bons projets. On a, Légion qui a l'air très cool. On a, j'ai interviewé, il y a GTE qui a levé 30 millions, énorme. On a Euphoria avec l'app mobile qui a l'air vraiment très cool. Il y a vraiment de très bons projets qui sont encore actuellement soit en testnet ou pas du tout. Mais voilà, c'est pas juste des promesses, c'est pas juste, la blockchain est en mainnet, venez de dev chez nous. Non, là, on participe à l'écosystème. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Non, non, je partage. Je pense que c'est essentiel d'avoir une stratégie pensée avant même le lancement pour que ça se passe bien. Donc, écoute, moi, je vous le dis, hein, je ne suis pas plus que ça, mis à part en lisant de temps en temps quelques posts ou quand tu viens en parler dans l'émission, parce que voilà, j'ai pas le temps d'être sur tout ça. Mais en tout cas, quand tu m'en parles, pour l'instant, je vois beaucoup de cases qui se cochent et qui sont intéressantes. Après, encore une fois, Mmh, je le répète, et pas que pour des raisons légales, mais juste, voilà, on ne sait pas du tout comment ça va se passer à l'avenir. bien Mais sûr. d'ailleurs, tiens, une autre question peut-être bébête, mais je pense que c'est important. Est-ce qu'ils vont faire comme Polygon avec un token de gouvernance à eux, ou est-ce qu'ils vont utiliser comme base Ethereum pour ce qui est de la partie paiement des fees et gouvernance et tout? Tu sais, toi? Il me semble que ce sera de l'ETH. Il me On n'a semble que pas ce sera de entendu l'ETH. parler pour l'instant ni Mmh. de airdrop, ni de public sale, ni de tout ça, d'un token à eux. Ah si, bien sûr que si, il y aura un token qui va être lancé, D'accord. si, si. C'est pour ça qu'il y a le Fluffle parce que ça te donne droit D'accord. à de Donc la en fait, supply. ils auront un token, Mais du mais coup, par le contre, token les sera fees, ils seront payés en ETH. a priori, oui. Donc le token, il servira à quoi finalement? À de la gouvernance. À la gouvernance ou peut-être, vu qu'ils vont gagner beaucoup de revenus a priori, surtout grâce à l'USD, TM là, USDM pardon, ça pourrait donner droit juste à en fait,
Un token utility de base, le plus simple, c'est juste un partage de revenus, c'est tout. Si le projet est réussi, il fait du revenu, il les partage au token holder Mmh. et puis basta. Donc, Je vois. oui. C'est pas antinomique Non, avec un non, pas layer du 2, tout, mais tu vois? c'était pour comprendre comment ça, Bien sûr. comment ils avaient pensé la chose. Ok, bon, bah, on verra. Écoute, ce que je te propose, c'est que bah, d'ici un mois, s'ils ont lancé leur chaîne, tu repasses, puisqu'entre-temps, tu Ah auras eu ouais? les infos. Donc, si tu es chaud, avec plaisir que tu reviennes nous en parler un petit peu. Surtout si tu penses que c'est vraiment Mmh. l'une des blockchains de ce cycle, bah, voir, est-ce que tu t'es trompé, même si on le saura que dans quelques mois, hein, mais est-ce que, voilà, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Donc, intéressant de suivre ça avec plaisir. Euh, OK. Dernier sujet que j'aimerais voir avec toi, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, mais beaucoup en ont parlé là, cette semaine, c'est Tempo. Donc, c'est un layer 1 Ah oui. EVM compatible, incubé par Stripe. Donc, Stripe, le géant du paiement, hein, qui est valorisé 65 milliards de dollars, et Paradigm, qui est très proche de l'écosystème ETH. D'ailleurs, c'est ça qui fait aussi question, c'est pourquoi ils se sont mis en layer 1 et pas en layer 2. Mais l'avantage d'être en layer 1, c'est qu'ils ont le contrôle sur tout. Donc, c'est une blockchain qui est Mmh. vraiment optimisée, hein, pour les paiements en stablecoin. Ça nous fait penser à, tu sais, le truc proche de Tether, Plasma. Non, comment s'appelle la blockchain là? C'est Plasma? Ouais, Non, mais des Plasma, fois, tu ouais, sais, j'ai c'est peur de ça. dire une connerie, donc Ouais. ok, c'est ça. Plasma. Avec, pareil, ils visent de la haute fréquence, hein, 100 000 TPS aussi, j'ai vu. Finalité Mmh. subseconde, donc ça, c'est bien aussi. D'ailleurs, dans le Mmh. stablecoin, c'est important, hein, que la transaction soit finalement définitive, que tu n'aies pas Exactement. besoin d'attendre, parce que ça, en termes de cashback et tout, ça peut poser problème. Euh, Avec les fees payés en stablecoin aussi, ça c'est plutôt cool. Mmh. Voilà, l'objectif pour eux, c'est de disrupter Visa, Mastercard, enfin d'apporter vraiment une nouvelle solution pour les paiements. Beaucoup moins cher, évidemment, plus rapide, avec moins d'intermédiaires, bon, tout ça, tout ça. Voilà, en gros, ce que j'ai retenu. Lancé le 4 Mmh. septembre sur Mmh. Twitter. Là, en ce moment, ils sont en private testnet. Pour l'instant, il n'y a pas de date sur le Mmh. mainnet. Et donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est que bah, y a un petit débat entre ceux qui sont bullish. C'est chambé pour les stablecoins, pour l'adoption. Stripe, c'est quand même l'un des leaders du paiement. Donc, eux, ils vont vraiment pouvoir mettre les moyens pour généraliser et démocratiser les paiements en stablecoin et tout ça. Mais ça pose quelques problèmes en matière de centralisation, puisque c'est leur propre layer 1, donc ils ne dépendent pas. Donc, par exemple, ils auraient pu se mettre en layer 2 et on aurait pu compter sur la sécurité, la décentralisation d'Ethereum, mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Donc, eux, évidemment, bah, au départ, ils vont être très centralisés. La validation va se faire avec, je sais pas, un ou deux nœuds qui vont d'ailleurs contrôler eux-mêmes, évidemment. Donc, il y a une petite comparaison avec un peu le Libra, tu vois, à l'époque de Facebook. Et puis, des risques réglementaires aussi, avec des notions d'empire géopolitique, puisque bah, Stripe, c'est américain, encore une fois, etc. Voilà, en gros, ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes, hein, un petit peu de tempo. Est-ce que toi, tu as suivi? Qu'est-ce que tu en penses? On a parlé pas mal de stablecoin aujourd'hui, parce que voilà, tu l'as dit, c'est une des grosses Ouais. narratives de ce cycle-là, avec Memecoin et un tout petit peu les agents IA, mais c'est surtout les stablecoins. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu trouves que c'est bien? Ça va dans le bon sens? C'est dangereux? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, je voudrais dire que, Ah, c'est une narrative certes, on a mais été c'est une coupé. narrative qui est Mais je tu suis m'entends pas? sûr qu'il en pense. Ah non, c'est moi, c'est ma Tu connexion pour m'entends une pas? fois. C'est moi qui ai Ah bugué. OK, voilà, voilà, OK. Mais c'est bon, Ouais, là, on est revenu. Donc, je te disais, qu'est-ce que tu en OK. penses? Moi, je pense déjà que les stablecoins, c'est pas juste une narrative, comme les agents IA ou les meme coins. C'est là, on est sur du présent, sur de l'adoption, sur un truc qui fait sens parce que les stablecoins, il y a pas plus évident comme use case que les stablecoins pour la blockchain et je trouve que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis qu'ils veulent disrupter Visa. Je pense pas qu'ils veulent disrupter Visa. Je pense qu'ils veulent être le sous-layer de tous ces acteurs. Ils sont déjà ils sont en partenariat avec Visa, ils sont en partenariat avec Stripe, ils sont en partenariat avec Deutsche Bank, Shopify. En fait, tous les gros acteurs qui ont besoin de faire traverser beaucoup d'argent, ils sont en partenariat avec eux parce que ça fait sens. Aujourd'hui, le settlement pour un commerce, pour Stripe, c'est compliqué, c'est long, c'est cher.
cher. On se comprend. Par rapport à un coût de la blockchain, c'est cher et avoir une blockchain dessous, c'est tellement plus efficient et du coup, je comprends leur but, le la vision qu'ils ont et pourquoi ils ont fait une L1 parce que, grâce à une L1, tu as un settlement qui est, heu, aussi rapide que tu veux. Enfin, ça dépend de ta finalité. Mais si tu as un layer 2, tu vas dépendre de la finalité d'Ethereum qui est déjà beaucoup plus longue. Un layer 2 qui est optimistique, c'est, 10 minutes quoi, la finalité et il y a aussi cette vision de et je pense qu'on y viendra de plus en plus, ça fait aussi écho avec, WLFI. Il y a des valeurs qu'on va perdre. Tempo, c'est justement, pour moi, le moment pivot dans la blockchain où en fait on voit les premiers gros projets non crypto-natifs, quoi. Il y avait des Sui, il y avait des Aptos, mais là, c'est des projets non crypto-natifs qui ont un réseau de distribution qui est immense. Stripe, je sais pas combien il y a d'users, c'est des centaines de millions. Shopify, Visa, tout ça et eux, ils s'en foutent de nos valeurs. Ils s'en foutent que le réseau soit décentralisé. Tout ce qu'ils veulent, c'est, concentrer, enfin, avoir un pouvoir sur ce qui se passe, rassurer leurs partenaires que tout va bien se passer, être pertinent, effectif et du coup, pour moi, bah, c'est un succès sur ce qu'ils veulent faire, mais évidemment, il y a beaucoup de gens que ça fait chier, il y a beaucoup de gens que ça fait peur et je pense qu'il y a un vrai débat sur le fait de: est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a créé des applications pour le monde ou est-ce qu'on a créé des applications pour les nerds que nous sommes? Et donc 1 personne sur 1000 quoi. Parce que, il y a 999 personnes qui veulent pas, faire ce qu'on fait, qui ont pas envie de se faire chier comme nous on se fait chier, je pense. Je vois, c'est intéressant. Pour autant, je maintiens que le duopole Visa Mastercard sur le paiement aujourd'hui est, selon moi, l'objectif de toutes ces boîtes. On a vu Amazon et Walmart qui veulent lancer leur propre stablecoin, par exemple, parce que ça coûte excessivement cher. Ces entreprises-là, elles se gavent de frais. En plus, il y a des problèmes sur les paiements internationaux, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et les stablecoins, et notamment là, par exemple, une chaîne comme celle-ci, ou demain un stablecoin créé par des industriels eux-mêmes, comme Amazon, Walmart, les deux, ça m'avait intéressé cette information. Je pense que clairement, ils ont envie de remplacer, squeezer en fait, tout simplement, ces deux acteurs-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mastercard et Visa eux-mêmes investissent énormément dans les stablecoins parce qu'ils sentent que beaucoup aimeraient pouvoir se passer d'eux. Donc, Moi, je pense pas parce que certes, il y a beaucoup de frais, mais c'est aussi parce qu'ils sont pas sur blockchain et en plus, problème international parce qu'ils sont pas sur blockchain. En fait, ils sont en partenariat avec Visa, c'est bien la preuve que c'est pas des concurrents. C'est des gens qui vont installer leur infrastructure sur la blockchain de Tempo potentiellement, pour baisser tu veux dire que sur Tempo, il va y avoir Visa et Mastercard? bah, en tout cas, ils sont partenaires avec eux. Mastercard, je sais pas, mais les noms qui ont été annoncés sont énormes. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler. C'est parce que c'est des noms qu'on n'imaginait pas si rapidement, en fait. Moi, Il y a moi, Visa je, dans moi, dans je dans l'annonce. pense, moi, je pense sincèrement, mais encore une fois, on parle, hein, j'ai pas d'informations, je suis pas copain avec le patron de Stripe, mais je pense que au départ, ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos Visa et Mastercard, parce que encore aujourd'hui, ils représentent, je sais pas moi, 90% ou 100% du volume de paiement, etc. Donc, ils n'ont pas intérêt. Donc, peut-être que ils doivent se dire, allez, au début, on va pas non plus y aller en frontal, mais à terme, quel est l'intérêt de passer par ces prestats si tu as ton propre rail de paiement, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur lequel tu peux faire transiter tes stablecoins? Oui, mais Visa et Mastercard, ce sont des paiements pour carte bleue. Quand tu as un rail qui est dessous, que je sais plus le nom, c'est celui-là qui est plutôt en danger, tu vois? Parce que c'est tous les rails qui sont pour la communication d'argent, c'est ça pour moi, c'est l'infrastructure de base en dessous de Visa, ou tous les autres services, Stripe, Shopify, tout ce qui se passe, que ce soit sur internet ou en réel, c'est ce layer là qui va changer. Les acteurs qui sont par-dessus, Tu parles de Swift? ouais, par exemple Swift, ouais. Ouais, voilà, c'est Mais, ça. oui, mais Swift, mais c'est un truc quasiment institutionnel, voire étatique. Tu peux pas, ça peut pas être ton concurrent. Enfin, tu peux pas aller attaquer des parts de marché de Swift. Tu peux aller qu'en parallèle. Mais par contre, Visa, Mastercard, si demain, prenons un exemple tout con, si demain Amazon propose une solution de paiement en stablecoin avec un wallet abstraction ou Ah non, je pense pas que ce soit le but. Je pense pas que ce soit le but. Je pense que le but, c'est juste que moi, quand je paye, sur, Amazon,
Amazon, au lieu de passer par des rails traditionnels qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus chiants, intraçables, pour aller payer le vendeur, il va utiliser Tempo, par exemple. Tu vois? Ouais. Pour moi, c'est pas un truc qui a attaqué frontalement Tempo, c'est vraiment une infrastructure de base, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je la vois, c'est pour ça que les partenaires pour moi font sens, parce que tu mets Tempo, Visa, Shopify, tous les autres par-dessus, Stripe et ça baisse énormément les coûts et ça accélère le Écoute, on système bancaire. verra. Écoute, on verra. Moi, j'ai pas de OK. certitude sur le sujet, mais On n'a pas trop d'infos, hein, de toute non, non, façon. mais vraiment pour le coup, là, encore une fois, je répète à ceux Mmh, qui nous écoutent, on parle, hein, on est c'est pas, ça. c'est encore très early, hein, le truc a été lancé le 4 septembre et encore, on est encore en truc privé et tout ça. Mais honnêtement, Visa et Mastercard sont sur le sujet depuis des années. Qu'ils soient partenaires de Tempo, pourquoi pas, mais je pense que Visa et Mastercard, ils vont essayer de le faire eux-mêmes. Et Stripe, je vois pas l'intérêt de s'associer avec des visas, etc. Si eux, ils peuvent bypasser en fait tout ça, Mais il mais faut on bien verra. payer par carte. Mais ça change rien. Pourquoi tu veux Il y aura toujours Visa et Mastercard en choix de paiement, mais par contre, si tu incentives les gens à utiliser d'autres rails de paiement, en l'occurrence le stablecoin sur Tempo, tant mieux. Tu gagnes des parts de marché et surtout tu évites de payer les frais à Visa et Mastercard. Donc tu gagnes de l'oseille. Ouais, il faudrait vraiment que ce soit déployé sur toutes les banques et tout, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils sont partenaires avec Visa, c'est parce qu'ils veulent, Pour l'instant, participer à cette les- nouvelle, économie. les banques sont même pas concernées. Bah si, il y a Deutsche Bank sur Non, ce que Tempo. je veux te dire, c'est que demain, si tu fais du paiement en stablecoin, pour l'instant, tu n'as pas de banque qui propose au Bien sûr, retail l'on-ramp et l'off-ramp en stablecoin. pour le moment. Mais c'est pour ça que je te dis que, Mais pour moi, on est d'accord. À terme, on est d'accord. les banques qui À terme, proposeront des peut-être. services d'achat, de vente, donc d'off-ramp et d'on-ramp, et que eux-mêmes, ils intégreront des rails crypto, là, effectivement, il faut voir. La question, c'est Oui. qu'ils le feront avec Tempo, et dans ce cas-là, bah, Visa et Mastercard, c'est mort, ou est-ce qu'ils le Mmh. feront avec Visa et Mastercard? C'est là où moi, j'ai l'impression que les deux sont concurrents. Même si Sauf aujourd'hui. si Ouais. pardon, vas-y, finis. Ah non, vas-y, vas-y. En fait, comme, l'architecture de Tempo, elle est faite avec des partenaires, c'est écrit pour le coup, on a les infos sur ça. C'est-à-dire que les validateurs, ce sont les partenaires. Donc en fait, si Visa et Mastercard, ils ont, une partie du réseau, ils font partie de cette nouvelle architecture, mondiale, tu vois? Alors c'était peut-être qu'ils auront moins de dominance, mais en tout cas, ils ont déjà un pied dedans, ils ont juste à tenir l'infrastructure. Moi, je pense. Tu sais quoi, on verra. Mais tu sais, hein, tu donnes un nœud à quelqu'un, tu peux aussi lui reprendre. Moi, je pense que pour l'instant, ils ne veulent pas se mettre à dos Visa et Mastercard, ou Visa, ou je ne sais pas lequel des deux avec qui ils sont partenaires. Mais tu sais très bien que les partenariats n'engagent que jusqu'au moment où tu l'arrêtes. Donc, Mmh. sur la vision long terme, je suis moins confiant de cette espèce de consortium, Stripe, Visa, truc et tout, pour créer un réseau unifié de paiement, nanani, nanana. Je crois qu'il va commencer à y avoir, si ce n'est pas déjà le cas, des batailles de parts de marché sur le paiement. Parce que demain, tu vas mettre là-dedans aussi les MoneyGram et Western Union parce qu'ils vont vouloir faire de la rémittance et ils vont tous être Ah, c'est clair. d'accord dans la même association. Moi, j'y crois pas. Mais bon, on verra, hein. Mais moi, je pense qu'on va avoir une petite guéguerre du paiement en stablecoin. Et dans ce cas-là, Stripe, là, vient de prendre une avance intéressante avec Tempo dans la vision en layer one. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est clair. Mais on verra. Parce que moi, je vois bien demain Visa avoir sa propre blockchain, son propre Tempo à lui, Mastercard pareil, MoneyGram pareil. Moi, je le vois bien comme ça, ouais. On Moi, verra. je pense que ce serait très bearish parce qu'en fait, si tu as pas une seule layer 1, à la limite quelques vraiment, il faudrait 2-3 grands max. En fait, tu vas repartir sur le même problème, actuel. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes de settlement, des problèmes de non traçabilité. Si on a un seul layer 1 pour, mondial, en tout cas, au moins pour les US, tu vois? Je demande même pas mondial, mais au moins les US, ça fait sens et du coup, tu as tous les acteurs qui settle dessus. Tout le monde est content, tout est traçable, tout te settle en quelques Tout le monde secondes. n'est pas content parce que, enfin, encore une fois, tu oublies les intérêts de chacun, les valorisations de chacun. Et surtout, quand tu vois la barrière à l'entrée pour créer son propre layer, la barrière à l'entrée, en fait, elle est tellement faible qu'en réalité, tu n'as pas intérêt à ce que tout le monde s'associe. Je te donne un exemple tout con. On en parlait hier pas mal du service public. Tu sais, à l'époque, en France, faire une chaîne de télé, c'était très cher, très compliqué. Donc, tu étais obligé, l'État était obligé de payer
pour un service public. Aujourd'hui, tu peux faire une chaîne d'infos sur YouTube avec une webcam et une caméra. Et donc, le nombre de chaînes, aujourd'hui, tu en as des millions. Alors qu'à l'époque, tu en avais 3-4 parce que c'était cher. Bon, eh ben c'est pareil. Demain, faire sa propre blockchain sur laquelle tu fais circuler du stablecoin. Aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu compliqué, un peu coûteux et tout. Demain, tu vas avoir un espèce de pack clé en main où tout le monde va pouvoir le faire. Et donc, pourquoi tu vas dépendre d'un tiers pour le faire? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tout dépend du réseau de distribution. Tu vois, on a vu des blockchains, on a des milliers. Combien ont vraiment une distribution? Il y a Base, Solana, Ethereum, peut-être BNB. En fait, ça dépend de ton réseau de distribution et du coup, tu es forcément incentivé à utiliser le layer de quelqu'un d'autre. De toute façon, tu vas payer. Enfin, ces acteurs, ils payent déjà pour faire bouger la monnaie. Ils ne le font pas magiquement, ils payent déjà plein d'acteurs tiers. Là, ça fait un seul acteur tiers qui est utilisé par tout le monde, Tempo. Et ça te permet de settle moins cher, plus rapidement. Et pour moi, c'est là que tu vois, si moi, j'ai une banque, je paye avec ma carte Visa, Visa va envoyer un message à Tempo, Tempo va faire transiter l'argent, n'importe où, en Japon s'ils veulent. Ça prend quelques millisecondes, c'est beaucoup moins cher pour eux, moins de frais pour moi et peut-être plus pour eux aussi, parce que forcément, ils vont avoir une meilleure marge potentiellement. Et c'est pour moi, c'est là qu'est le pouvoir de Tempo, tu vois? Ouais, mais tu vois, c'est là où aujourd'hui, quand tu vas sur un site internet, tu as plein d'options de paiement. PayPal, Klarna, Mastercard, Visa, ils sont tous là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous intérêt à gagner les frais de transaction. Eh bien, derrière, quand Tempo va générer des milliards de dollars, admettons, hein, de frais de transaction, tu crois que ça ne va pas donner envie à Mastercard, PayPal, etc., de se dire, oh, bah, nous aussi, on va lancer notre chaîne parce que nous aussi, on a tant de millions de commerçants partenaires qui vont intégrer notre blockchain comme ils ont intégré nos moyens de paiement juste avant. Et pourquoi est-ce que ces frais-là, ils ne seront pas pour nous? Pourquoi on va tout filer à Tempo et à Stripe? Si la barrière à l'entrée, elle est faible. Ils font déjà pas tout. Ils ont déjà des acteurs sur lesquels ils comptent. Pourquoi là, ils remplaceraient pas les 15 acteurs tiers qu'ils utilisent déjà par juste Tempo? En fait, je vois pas pourquoi ils feraient tout de A à Z. C'est un bordel, c'est pas leur corps de métier forcément. Pour moi, c'est juste des acteurs qui vont se placer au-dessus, tu vois? Je vois en tout cas, ça me rendrait très bearish de voir tout le monde faire déjà, actuellement, il y a trop de layer 1, stablecoin. Il y a Circle qui fait le sien, il y a Plasma, mais ce Ouais. sont des acteurs qui sont crypto-natifs, tu vois? Pour moi, le seul acteur institutionnel vraiment avec un réseau de distribution qui fait une layer 1 stablecoin, c'est, Tempo. Donc pour le moment, moi, ça me rendrait bearish de voir, Visa partir de Tempo et faire sa blockchain parce que là, ça foutrait un bordel monstre. Ça veut dire que tout le monde va être en guerre. C'est-à-dire que pour settle entre les 2 blockchains, on fait comment? Tu vois? Enfin, Mais c'est un bordel. ça se passera comme ça se passe dans la finance traditionnelle avec des choses Voilà, qu'on on pense. revient au même problème. Ouais. Oui, mais toi, tu vois ça comme un problème. Mais ces industriels-là, ils le voient surtout comme des parts de marché, des sources de profit. Donc, en fait, que toi, ça te rende bearish en tant que Web3 et crypto natif, etc., j'entends. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de est-ce qu'il y a, de mon point de vue, bien sûr, hein, le plus de chances d'arriver lorsque tu vois les rapports de force entre ces industriels, le manque à gagner si tu ne fais pas ta propre blockchain et que tu ne récupères pas les fees là-dessus. Et surtout, bah, historiquement, depuis 100 ans, quand un marché s'ouvre et que les barrières à l'entrée sont faibles, bah, tout le monde a envie d'aller bouffer dessus plutôt que d'aller le faire. Mais surtout Moi, je sur suis le pas d'accord. paiement. Mais en tout cas, On verra. ouais. Et on en reparlera. En tout On en reparlera. on verra. Voilà, Mais en tout cas, c'est ça. il y a un truc qui est sûr, c'est que si Tempo réussit, effectivement, ce sera. Bah après, il y en a d'autres, hein, comme je te dis, Plasma, c'est pareil, hein, c'est une blockchain spéciale pour conçue pour les stablecoins. Là, on a vu, tu l'as dit, c'est Circle qui ont lancé aussi leur blockchain Arc. Ouais. Arc. Et il y a Google. Ah, Google aussi. ah ouais? Ouais, Ah, j'avais Google pas aussi qui vu. lance un layer. Bon, Si, bah, si. tu vois, donc on voit bien qu'il y a une fragmentation du marché. Pourquoi, à mon avis, on en revient? Parce que la barrière à l'entrée, elle est devenue extrêmement faible. Ça coûte que dalle de lancer son layer. Et en face, par contre, tu as le potentiel de gain sur les frais de transaction. Et il suffit que demain, tu sois à peu près sûr que tu peux mobiliser 1% de tes utilisateurs Web 2 pour du paiement Web 3. Tu as déjà tous les marchands, tu as déjà tout et tout. Pourquoi tu vas passer à côté de cette manne financière? Je vois pas. J'arrive pas à voir pourquoi ils le feraient pas, mis à part, comme tu le disais, pour éviter de rendre bearish
les Web3 natifs, ils Non, s'en tapent, je quoi. pa je pense juste qu'il non, non. Je pense que c'est chacun son métier, chacun sa spécialisation. Ils ont leur spécialisation et qu'il y a aucun intérêt à se mêler là-dedans parce que tu dis que c'est simple. Heu, Avoir un layer 1 qui fait 100 000 transactions avec un settlement, en dessous d'une seconde, c'est pas si simple et tu as pas envie surtout que ton layer crame. En fait, je vois pas pourquoi ils iraient gratter des miettes parce que ça reste des miettes, hein. C'est pas non plus en fait, le business, il est sur stablecoin, il est pas forcément sur les frais de transaction. Donc moi, pour moi, c'est juste, ils sont gagnants à adopter Tempo, ils sont, composables avec tout le monde. Je vois pas pourquoi ils iraient construire dans leur coin, d'ailleurs, je crois que la layer 1 de Google, elle est même pas sur ce narratif-là. Mais en tout cas, ils font une layer 1. J'ai pas entendu Enfin bref, parler on verra. de celui de Google, mais quand tu sais qu'en 2024, écoute bien, le volume de transactions de Mastercard, c'est 9,7 trillions aux États-Unis. Parce qu'ils font aussi du crédit, hein. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que c'est pas que du paiement, hein, les Visa et Mastercard. D'accord? C'est surtout des cartes de crédit. Donc, c'est du crédit. Tout ça, ne serait-ce que si tu vas récupérer quelques pourcents, de quelques pourcents, ça représente des milliards de dollars. Donc, c'est pas des miettes à grande échelle. Et tu crois qu'ils vont passer à côté de ça en disant allez, on fait tous copains chez Tempo, on verra. En vrai, Mmh mh, mmh. c'est intéressant, mais on verra ça dans 1 an, dans 2 ans. Mais on en reparlera. De toute façon, comme je te dis, s'ils ont un set développeur, ils ont déjà une partie des revenus, Oui, mais tout bon, simplement. c'est pas. Ça se trouve, ils se répartissent en plus les revenus avec le volume qu'ils font, hein, j'en sais rien. Non, On n'a non, pas de peut-être détails. raison, mais moi je vois aussi Tempo, il devient vraiment fort. Quel intérêt il a à laisser ces nœuds-là? Peut-être qu'il va les récupérer pour tout contrôler lui-même. Oublie pas que les gars sont pas des Web3 natifs. Donc ils n'ont pas ta vision de la décentralisation. Ils s'en branlent. Non, mais j'ai pas c'est pas pour ça que je le défends. C'est juste que pour moi, ça fait pas de sens, de faire ça. Mais on verra, on Bah, verra. pour Tempo, ça fait sens de récupérer tous les validateurs sous des entités obscures placées au Delaware pour récupérer les frais de transaction. Ça fait complètement sens, hein, cyniquement. Bah, non, parce qu'ils ont pas le réseau ils ont pas le réseau. C'est pas eux qui ont la le marché. Le marché, c'est Visa, c'est Shopify, c'est Bah, Stripe. Tempo justement, tout seul, ils sont rien, hein. alors justement, Stripe, jusqu'à présent, c'est un prestataire pour des marchands et qui utilise des solutions de paiement. Mais s'ils peuvent gérer tout de bout en bout et de se passer de Visa, Mastercard, PayPal, tout ça, c'est exceptionnel. Parce qu'oublie pas, hein, l'interface chez les marchands, c'est pas PayPal, Visa, hein, c'est Stripe. Donc c'est eux qui sont chez le client. Bon, Tu on vois. sera pas d'accord, mais Oh, oui, non, mais on verra. On en reparle dans 1 an. Le 9/9/2026, on en allez, reparle. le rendez-vous est pris. Et là, ça tombe un dimanche, évidemment, pour nous faire chier. Parfait. Joe, merci d'être passé. Avec plaisir. C'était hyper intéressant, comme d'hab. Je crois qu'on a parlé de tout, hein. Ouais, c'est bon, on a parlé de tout ce qu'on avait prévu et même plus encore. Écoute, je te renvoie une invite dans quelques semaines pour refaire un point sur l'actu. OK. C'est toujours un plaisir, voilà, d'ouvrir un peu les chakras et de discuter de façon très, très chill. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là avec Decrypted? Là, tu as bientôt une interview un peu phare. Tu as un truc bientôt ou pour l'instant, on reste sur les lives avec Thomas qu'on aime beaucoup? J'ai une interview là, cet après-midi avec, Félix. C'est le plus gros protocole de lending sur, Hyperliquid. Donc, voilà, pour un peu parler de l'évolution entre Hypercore et puis HyperIVM. Et puis voilà, je vais aller chercher plus d'interviews, tout ça. Je pense que le marché est en train de chauffer petit à petit, donc ça va recommencer à être intéressant. Pour le moment, les gens étaient en vacances, ça dormait beaucoup, mais beaucoup de travail à venir. Voilà. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci encore, Joe, et puis Merci à à toi. bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bien, 3h36 de live. Ça va, hein, on a fait léger aujourd'hui. Non, mais en tout cas, c'était très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré, comme d'habitude, évidemment. Je pense que vous le savez. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, évidemment, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire. N'hésitez pas à nous donner des idées d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un numéro pour parler de X-Money et Multiversix. Et puis vendredi matin, on se retrouvera avec Romain Bensoussan, qui est le directeur commercial de la Dutch Digital Bank. Ils font des ETP crypto et tout. Donc, à la base, c'est allemand et ils viennent d'ouvrir un bureau à Paris. Et donc, on va parler avec lui, évidemment, des ETP, hein, des produits négociés en bourse, crypto, Bitcoin, tout ça. Ça va être passionnant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous.